et je regarde le plafond et je me demande pourquoi est-ce que ma vie est terminée alors qu'elle devrait ne faire que commencer. J'ai 24 ans à l'époque et je me demande vraiment pourquoi, comment on en est arrivé là, quoi. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, le plus life changer du game, et aujourd'hui, le plus résilient du game. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode particulier de ma vie, la plus grande leçon de vie que je peux partager avec vous, et celle qui m'a fait le plus de mal dans ma vie, voilà. C'est l'épisode de la baignoire. Vous m'avez reconnu évidemment, ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve ce dimanche 24 mars 2024 pour l'épisode spécial numéro 4. Honnêtement, il aurait pu être épisode unique, il aurait pu ne pas être numéroté, peut-être qu'il le sera, on verra. C'est un épisode qui est unique, c'est une histoire qui est unique, et c'est l'histoire, une des histoires les plus violentes de ma vie, qui est responsable de l'homme que je suis devenu aujourd'hui, de ma capacité à encaisser l'injustice, de ma résilience et de ma volonté, et vous allez comprendre en fait ce qui s'est passé. L'épisode de la baignoire, je vous en parle depuis des mois, des années même, en fait ça fait même quand je fais des lives sur YouTube, c'est c'est un jour d'octobre 2017 où je me retrouve en fait dans ma baignoire à 21h, il fait nuit, j'étais déjà à Paris, j'avais emménagé chez Betty, et je regarde le plafond, et je me demande pourquoi est-ce que ma vie est terminée alors qu'elle devrait ne faire que commencer. J'ai 24 ans à l'époque, et je me demande vraiment, pourquoi, comment on en est arrivé là, quoi. Et surtout, comment je vais faire. Mais je vais vous raconter. Je vais tout vous raconter, et c'est lié à mon école d'ingénieur. Je vous ai souvent dit, ouais, le jour où je vous raconte ce qu'ils m'ont fait, une fois qu'ils ont appris que j'avais une chaîne YouTube, vous allez péter un câble. Et il est temps que je vous le raconte parce que c'est l'épreuve de ma vie, c'est là où on a essayé d'aspirer mon âme, et j'en suis encore aujourd'hui assez touché. Et j'ai attendu avant d'en parler parce que vous allez comprendre pourquoi, mais en gros j'attendais, il y a eu des procédures. C'est pas un épisode qui va être très rigolo, je vous le dis tout de suite, mais je pense que ça va vous donner la force, l'abnégation, la capacité à jamais vous laisser faire, à aller jusqu'au bout, dans l'injustice, parce qu'en fait, la vie c'est beaucoup d'injustice, et à miser sur vous-même en fait, pour vous en sortir. Mais je vais vous la raconter cette histoire, c'est une histoire longue, donc allez faire vos 10 000 pas, et ça va sûrement durer un peu plus longtemps que ça. Alors déjà pour retracer le contexte, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, je vous donne ça juste pour que vous compreniez que je suis pas non plus n'importe qui. J'ai une scolarité qui est pas du tout exemplaire au niveau comportemental, hein, ça c'est ça c'est clair et net, les bavardages et compagnie, mais bon, en termes de notes, je suis extrêmement à l'aise. Je suis extrêmement à l'aise dans les matières scientifiques, et en particulier les maths et la physique. Je suis extrêmement à l'aise, non pas que le niveau soit très élevé au lycée, mais voilà, je suis très à l'aise. En parallèle, je suis aussi très à l'aise au conservatoire. J'ai deux grandes sœurs qui ont fait exactement le même parcours que moi, c'est-à-dire, enfin exactement. Elles ont fait conservatoire, elles ont fait prépa et école d'ingénieur. C'est un peu le parcours qui était tout tracé par mes parents, parce que dans notre tête, il y avait 3 métiers qui existaient, médecin, avocat et ingénieur. Mes parents eux-mêmes qui viennent d'Algérie et qui en fait s'en sont sortis en faisant bac plus 18 ou je sais pas quoi. Et c'est même pas pour déconner que je vous dis ça. Et donc ils nous ont poussé vachement aux études, et puis bon, vous le savez, je suis pas le dernier des idiots. Je suis extrêmement intelligent.
Et donc j'ai ma scolarité au conservatoire où en gros c'est très exigeant le conservatoire pour passer à l'année suivante il faut au minimum 14 en solfège, sachant que voilà c'est pas comme si 14 n'est pas le nouveau 10, c'est vraiment qu'il faut 14 minimum. En instrument en gros il faut la note de B+ minimum chaque année. Il y a 2 examens, il y a un par semestre, il faut au minimum B+. Et moi je passe toutes mes années, donc 12 ans, en ayant à chaque fois en instrument A+, à l'unanimité, avec félicitations du jury. Vraiment, j'étais quelqu'un de très très doué là-dedans. Et en solfège, pareil, de très loin, dans tout, en dictée mélodique, en dictée rythmique, en ce que vous voulez. Voilà. Je vous raconte ça en fait pour que vous compreniez que j'ai réussi ma scolarité et qu'on m'a mis des bâtons dans les roues de fou furieux. Alors je vous en ai déjà parlé par rapport au lycée, peut-être que c'était pas volé, peut-être qu'il y avait des bavardages en effet, peut-être qu'il y avait de l'immaturité, mais j'ai été changé en lycée catholique privé, et il m'avait mis, par exemple, je vous l'ai déjà raconté je crois, il m'avait mis euh, avis favorable, voilà, pour le bac. C'est-à-dire que le bac, je l'avais dans la poche depuis le départ, et normalement on met avis très favorable. Et pourquoi on met ça? Parce que ça aide en fait à avoir... C'est une condition nécessaire pour avoir un dossier qui est accepté. Vous savez que l'admission post-bac, c'est par dossier, et pour que ton dossier soit accepté dans n'importe quelle prépa parisienne, si t'as pas avis très favorable, tu n'existes même pas, en fait. C'est normal que t'aies avis très favorable au bac, encore heureux, puisque normalement tu seras sélectionné parmi les meilleurs. Et c'est pour ça que je me retrouve au lycée militaire de Saint-Cyr. Je vous l'ai déjà raconté, c'était pas mon premier choix du tout, c'était genre mon 28e choix. Et j'ai été éliminé de toutes les prépas parisiennes, malgré mon très bon niveau en sciences. Alors oui, ok, j'avais eu 2 moyennes en histoire, mais on s'en branle, malgré mon excellent niveau, parce que j'avais eu avis favorable. Donc ça, c'était volontairement pour me casser. Et j'avais des appréciations du genre ne fais aucun effort alors que j'avais 18 de moyenne en maths, bavardage incessant, enfin des trucs horribles quoi, qui font que en fait j'ai été refusé dans toutes les prépas parisiennes. Donc je vais au lycée militaire de Saint-Cyr, je surclasse le lycée militaire de Saint-Cyr. Et c'est pas pour me la péter, c'est pas pour être désobligeant non plus, mais je surclasse complètement. On est en internat, je fais des concours de play, vous irez réécouter les épisodes spéciaux Saint-Cyr dans la saison 1. Je finis 2e de ma promo et 1er en maths, ok? Tout en y mettant à peine de la volonté, quoi. Et je me dis, alors il y a mon copiole qui redouble, donc quand on redouble en première année, on est viré, tout simplement. Et qui redouble parce qu'on a vraiment fait que des conneries, et il a pas autant de facilité que moi. Et donc je me dis, mince, c'est le seul mec à peu près avec qui je m'entends à fond, il sera pas là l'année prochaine, peut-être que je devrais changer de prépa. Et puis en plus, j'ai toujours voulu voir un peu mon potentiel, et j'ai toujours su que je méritais une prépa parisienne. Je sais que ça fait très pédant de dire ça, mais c'est comme ça, vous savez, on est jugé en France par rapport à quelle école on a fait, quelle prépa on a fait. Et donc j'ai toujours su que je méritais ça. J'ai toujours mieux réussi que mes sœurs dans les études, dans le conservatoire, etc. Et ma grande sœur avait eu Chaptal, l'autre a eu Louis le Grand, et je m'étais vraiment senti déjà à l'époque un peu humilié. Je sais que ça vous parle pas forcément, mais je m'étais senti humilié par rapport au regard de mes parents, etc., qui étaient en mode, mais j'ai eu un fils, il m'a ramené que des problèmes à l'école, que des rendez-vous parents-prof, que des mots dans le carnet, le mec, il est pas en prépa parisienne. Donc bref, j'ai fait un dossier, j'ai eu des lettres de recommandation de tous les profs, et vu que j'avais des très bonnes notes, et ben j'ai été accepté au lycée Saint-Louis, en 2e année. Bon, j'ai fait mon année. Ça a été une année difficile, je me souviens qu'ils m'ont prévenu une semaine avant la rentrée que j'étais accepté, donc il a fallu trouver un logement en urgence. J'ai eu un logement assez loin, à une quarantaine de minutes en transport, et bon, ça paraît con, hein, mais une prépa, dans la vie, dans une prépa, si t'es à plus de 30 minutes de transport, on sait que tu vas avoir des problèmes. Voilà, maintenant, rien n'est excusable ni rien, mais ça a été une année un peu difficile, où il y a eu de la remise en question, de mon côté, où je me disais, mais pourquoi faire tout ça, blablabla. Bref, on s'en fout. Je finis mes concours, bon je vous raconterai une autre fois comment ça s'est passé, j'ai explosé tout à l'écrit et ensuite à l'oral je me suis fait massacrer, mais ça c'est une autre histoire. Et puis ensuite à la fin des concours de prépa, donc pour ceux qui connaissent pas, en gros ça dure 4 semaines, il y a des groupes d'écoles différents, c'est très intense, c'est 8 heures d'épreuves par jour quasiment, de 8 heures à 18 heures quoi. Et je finis donc les épreuves,
Et puis, il faut faire une liste d'écoles d'ingénieurs qui nous plairaient. Et en fait, à ce moment-là, j'en ai tellement marre, je suis tellement déphasé que je me dis, bon, bah, je vais faire une école ou dans une ville où il y a du soleil. J'avais le choix, je me souviens, en gros, les plus grosses écoles, c'était Grenoble et Toulouse. Et j'ai fait, bah, vas-y, je vais choisir Toulouse. Et puis en fait, je comprenais pas parce que la même école avait genre 4 choix différents, tu vois. Et en fait, c'est parce que ces choix-là étaient liés à des spécialités. Je vous raconte ça, ça a pas forcément d'intérêt, mais je vous raconte toute l'histoire. Et donc, ma sœur me dit, bah vas-y, prends ça, moi c'est la même école que j'ai faite, let's go, tu vois, c'est très bien, tu vas kiffer. Bref. Et en fait, j'ai choisi une spécialité, et je me souviens que j'arrive même au début de l'année de l'école d'ingénieur, trop refait, parce que c'est en septembre, Toulouse, il fait chaud et tout, je kiffe ma vie. Et j'arrive et tout, et je me souviens que les mecs, je vous l'ai déjà raconté ça, les mecs me disent, mais alors t'es en quelle spécialité et tout? Et je leur dis, bah je sais pas, vous avez déjà choisi, c'est où pour choisir? Et en fait, c'était dans le choix là, pour ça qu'il y avait il y avait la même école avec 4 choix différents, c'est que chaque choix c'était une spécialité, tu sais. Et je m'étais pas rendu compte. Et en fait, ma sœur m'avait fait choisir la spécialité électronique et traitement du signal, je crois. Sachant que l'électronique, je peux pas blairer ça. Mais bref. Donc en fait, du coup, je commence la première année à l'école et j'entre dans un état dépressif, on va dire. Je suis en mode mince, mais c'est pas du tout ce qui me plaît. L'électronique, c'est de la putain de merde, ça me fait chier. C'est quoi ce délire? Et alors, il y avait plein d'autres matières. Il y avait des stats, il y avait de la proba, il y avait des matières physiques, mathématiques, où au passage, j'ai eu 20 de moyenne. Et c'est pas une façon de parler, j'ai eu 20 de moyenne en maths, qu'on soit bien clair. Et donc, en fait, avant ça, je suis pas bien et tout, je me souviens, et je vous ai déjà raconté, au bout de quelques semaines, j'appelle mon père, je lui dis, écoute, papa, ça va pas le faire, je suis en train de faire un truc qui me correspond pas du tout, je me sens pas bien. Aussi, il y avait aussi cette énorme différence entre moi et les autres dans ma classe, dans ma promo, c'est que c'était tous un peu des geeks bizarres, un peu frustrés de la prépa, de pas être sortis, qui boivent beaucoup d'alcool, qui ne font pas de sport. Je sais que ça fait pitié de dire ça, vous allez me dire, mais je m'y retrouvais pas en fait. Moi j'étais un mec qui avait choisi Toulouse pour le soleil, pour faire du sport, pour kiffer, et je me retrouvais avec des mecs qui font pas de sport, qui boivent de l'alcool, qui font des beer pong non-stop, qui sont des geeks. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, ils étaient pas cool. Il y en avait quelques-uns, hein, évidemment, je me suis fait des potes dans certains, c'est des grosses promos, hein, c'est des promos de 90, 95, mais beaucoup, j'étais en mode putain, mais c'est qui ces taupins, quoi. Bref. Donc il y avait un peu, c'était un peu un tout. Et je me souviens, j'appelle mon père, je lui dis papa et tout, ça le fait pas du tout, j'étais pas bien, je lui dis ouais, je suis malheureux, et je me souviens qu'il me dit j'en ai rien à foutre que tu sois heureux pas heureux, tu fais ton truc et tu la fermes et tu finis et tu me fais pas chier, tu vois. Et après tu verras si t'es heureux ou pas heureux, et on verra bien. Et et bref, et donc en fait, je suis en mode désintérêt total parce que il y a beaucoup de matières qui m'intéressent pas, que je trouve rudimentaires. Et après, il y a des matières que je trouve cool. Bon, ça tournait autour des maths, vous allez me dire. Et voilà. Et en fait, il y a un moment au début, on va dire, quand on commence à entrer dans l'automne 2010, 2013, je crois, où j'entre. Voilà, on entre dans l'automne, et je me dis merde, putain. Ça le fait pas, c'est une vie de merde. Là, j'ai une vie de merde. Donc c'est vrai que je commence à me réveiller à 18h. Enfin, j'abuse, à 15h par là, à me coucher à 7h, 8h du mat. C'est une vie que j'ai eue une seule fois dans ma vie. C'est une période que j'ai eue une seule fois dans ma vie qui a été horrible. Et je vais vous expliquer comment j'en suis sorti. Donc j'ai cette période-là, et je me fais pote avec un gars de ma classe qui passe exactement par le même chemin que moi. C'est-à-dire il a choisi un peu au pif, il a pas compris le délire, il est très bon, et en fait, il est en dépression parce qu'il se reconnaît pas dans les autres mecs de la classe, les gens sont pas marrants. Putain, s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est que les gens n'étaient pas marrants. Je suis un des mecs les plus drôles de l'univers, et je vous jure qu'ils lâchaient pas un smile, ces enculés. Par contre, ils rigolaient à des trucs, mais pitoyable, vraiment. Et là, je me disais, mais... Et je sais que ça vous paraît rien, mais pour moi, c'est un choc violent. C'est un choc très violent. Vous n'imaginez pas. En fait, j'étais avec des putains de PNJ. Je suis désolé,
Si vous étiez dans ma promo et que vous entendez ça et que vous êtes choqués, j'étais avec des putains de PNJ qui n'étaient pas marrants. C'était horrible, en fait. C'était horrible. Et là, vous allez dire, ouais, Raptor, c'est toi qui étais pas marrant. Non, parce qu'en fait, j'ai une chaîne à 700 000 abonnés qui fait rire le monde entier, tu vois. Donc tu peux pas me dire ça. C'est juste eux qui étaient des PNJ qui rigolaient pour des trucs horribles et qui rigolaient pas pour des trucs, des bangers. Donc il y a tout ça. Bref, donc je me fais pote avec ce mec, qu'on va appeler James. Peut-être qu'on s'en resservira de son prénom. Je me fais pote avec James. Et donc, voilà, on est un peu dans la même situation, lui non plus il se réveille pas. Moi en fait, mon emploi du temps c'est que j'allais pas en cours. J'allais à la gym, soit à la salle, soit à un moment je me suis même mis à la gym, gymnastique, je voulais faire des anneaux, des conneries comme ça. Bon, j'étais pas très sérieux, mais je me suis mis à ça. Et en gros, je m'entraînais, et après je rentrais, et je geekais comme un porc. Il y avait du Skyrim, il y avait du Batman Arkham City. Je sais pas si Arkham Knight était déjà sorti, mais il y a eu du Arkham Asylum, Arkham City. Il y a eu du jeu. Il y a eu du jeu vidéo. Et bien d'autres. Je vous passe les détails. Mais c'était pas une période énervée de ma vie. Ah oui, et puis j'ai oublié de dire que 90% des meufs étaient dégueulasses. Il y avait des bangers, mais 90% étaient dégueulasses. Et parmi les bangers, les années passant, avec la bière et la mode de vie dégueulasse, bah elles ont rejoint la poule de la poubelle, quoi. Non mais c'est important à dire. Vous vous rendez pas compte, mais là, faut imaginer un jeune homme sportif dans la vingtaine, et dans une école d'ingénieur, promo de 90, truc, et en plus il y a même pas de meuf, quoi. Ou pas assez. Donc ça joue sur le moral. Et donc voilà, et donc on se retrouve avec James, quoi, et sur la même longueur d'onde, et on parle et tout, et on devient vraiment potes, très proches, parce que on subit la même chose en gros. Et là, on se renseigne, et on voit que notre école d'ingénieurs, notre grande école d'ingénieurs, propose des doubles diplômes. Et là, on dit, putain, mais c'est un truc de ouf. Des doubles diplômes, ok, on va regarder avec quel, ils sont partenaires de quelles écoles. Et on voit tel truc, bon, pas ouf, tel truc, non, pas ouf. Et là, on voit Imperial College of London. Alors, aujourd'hui, je connais pas le classement 2024-2023, mais en 2013, putain, ça remonte, hein, c'était il y a 10 ans, en 2013 ou en 2014, c'était top 5 ou top 10 mondial selon les classements. L'Imperial College of London était à ce niveau-là. Et là, on se dit, putain, mais c'est une dinguerie en fait. Parce que nous, en fait, tous les deux, avec James, on vivait un peu dans la frustration d'avoir eu une école pas si ouf. Alors, elle est très bien, mais il y a des plus grandes écoles en France et on les voulait, et par un chemin du hasard et du destin, que je vous raconterai une autre fois parce que c'est pas le sujet, il se trouve qu'on a fini par ne pas les avoir, quoi. La porte nous a été fermée à pas grand chose, et donc on a cette frustration un peu de notre école, du niveau en fait de la classe, de l'enseignement, et on se dit putain mais on mérite un peu mieux, tellement mieux, et puis on a envie de faire autre chose, et en fait on voit qu'il y a un double diplôme avec l'Imperial College of London, parmi toutes les écoles. Et notre école n'envoie pas beaucoup d'élèves, parce qu'il faut un dossier de fou furieux, et je vais vous en parler juste après. Et on se dit, putain, imagine, on arrive à avoir un double diplôme à l'Imperial College of London, et derrière, on a commencé à se dire, et ensuite on bifurque toujours à l'Imperial College dans une autre branche, en post-master, quoi, dans les statistiques et la finance. On avait déjà tout fait. On avait tout fait dans notre tête, et là on commence parce que notre but c'était ça, et d'être reconnu. En fait, moi j'ai toujours eu un besoin de reconnaissance, et je voulais faire de l'argent, en fait. Sans que ce soit vulgaire hein, de vous le dire, mais je vous le dis, moi j'ai deux grandes sœurs qui sont devenues ingénieures. Quand elles sont venues me voir, après tous leurs efforts et des études particulièrement difficiles, quand même, faut s'en rendre compte, exigeantes, que ma sœur, elle me dit, je gagne 2300 € par mois. J'ai toussé 3 fois, je lui ai dit, quoi? J'en croyais pas mes oreilles. J'ai dit, attends, tu crois vraiment que moi, Ismail Slimani, je vais bosser comme un chien? Parce qu'en plus, elle me disait, ça se passe pas bien au taf, et je ramène des trucs que je dois finir le week-end, je sais pas quoi. Tu crois que moi, je vais bosser comme un chien, faire des études de porc, pour gagner 2300 € par mois, et travailler non-stop et avoir une vie de merde? Mais c'est mort de chez mort.
Et donc c'est pour ça, je me souviens même en prépa, quand je parlais avec les gens, ils disaient ouais, je veux faire ingénieur, je sais pas quoi, et toi tu veux faire quoi? Et je disais mais je veux pas faire ingénieur, vous êtes fous quoi. je veux le diplôme d'ingénieur parce que mes parents me cassent les couilles et que ça me fait un parachute, mais je veux jamais de la vie. Je gâche mon potentiel et tout dans un truc où je vais me faire exploiter pour être payé des miettes. C'est une blague ou quoi? Après tous les sacrifices, vous êtes des malades. Cet épisode n'est pas sur la difficulté des études que j'ai faites. Chacun a fait ses études, je vous en parlerai une autre fois, c'est pas le sujet. Là, je vous assure qu'on va entrer dans le vif du sujet. Donc, en gros, on se dit, vas-y, on va faire un double diplôme à l'Imperial College of London, en signal processing, traitement du signal, qui est le truc où on était fort, parce que nous on était tous les deux forts en maths, forts en physique, et c'était là où on performait. Moi l'électronique ça me cassait les couilles, je vais être honnête avec vous, c'est un truc que j'ai jamais trouvé intéressant, que je trouvais que c'était un truc de technicien et tout, bref, je vais pas être désobligeant, mais je trouvais que c'était de la merde. Alors qu'au traitement du signal, etc., j'étais chaud. En antenne aussi, bref. Je vais tout vous raconter, vous inquiétez pas, parce que c'est une histoire qui est longue. Et je vous remercie de m'écouter parce que je pense qu'elle peut tous nous servir et qu'elle va vous toucher. C'est une histoire qui va vous toucher. Donc, à ce moment-là, on a beaucoup de matières au rattrapage. Les matières le premier semestre, de mon côté, celui de James, c'est de la merde un peu, globalement, sauf certaines matières. Par exemple, j'avais déjà 18 ou 20 de moyenne en maths, en antenne, en électromagnétique, etc. Mais il y a des trucs où j'ai lâché l'affaire, genre tout ce qui est électronique, quoi. Il fallait que je passe des rattrapages. Ok ? Pas grave, aucun problème, aucun souci. Pourquoi ? Parce que les notes du rattrapage étaient quand même comptabilisées dans la création du dossier pour l'Imperial College. Alors, c'est pas forcément super fair, parce que du coup, si tu passes du premier coup ton examen et que t'as 11, et bah t'auras une moins bonne note que si tu le vois complètement, et que tu passes les rattrapages donc en fin d'année, que tu bourrines les révisions et que t'as 18. C'est vrai que c'est pas le truc le plus fair, mais bon, c'est le jeu. Et nous, on a joué. La preuve, c'est que j'ai quand même réussi des trucs du premier coup, en ayant putain de 18, voire même 20. Je vous dis, j'avais 20 en stats et tout. Et pour ça, des fois, je fais des calculs de merde où je me gourre dans mes podcasts, je sais pas quoi, et t'as des mecs qui sont en plein de leurs études et qui viennent me dire ah ouais, t'as fait maths sup, et tu sais pas faire 0,2% de 0,25%, super. Parce qu'à un moment, j'avais dit sur 100 euros, il y a 20 euros de TVA, et les gens ont fait pardon, mais 20%, Enfin bref, ils m'ont raconté leur vie, allez vous faire enculer, j'ai rien à prouver. Donc, hop, on se ressaisit et on fait ok, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un dossier pour l'Imperial College of London ? Il faut avoir 3,6 de GPA. Le GPA, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros votre note sur 20 compactée sur 4. Les Anglais fonctionnent comme ça, allez pas me demander pourquoi. Ils ont une note sur 4 qui s'appelle le GPA. Je sais même pas ce que ça veut dire GPA, mais à l'époque j'ai dû le savoir. Et il faut 3,6 sur 4. C'est-à-dire qu'il faut 18 sur 20 de moyenne. Général. Attends, laissez-moi vérifier. 3,6, 3 x 5, 15,6, c'est ça. Il faut 18 de moyenne générale. Je sais pas si vous vous rendez compte, en grande école d'ingénieur, avoir 18 de moyenne générale. Il y a énormément de matières. En fait, toutes les matières sont regroupées par cohérence et forment ce qu'on appelle des UE. Si vous avez fait la fac, etc., je crois que ça fonctionne aussi comme ça. Vous avez des UE, c'est-à-dire des groupes de 3-4 matières, et il faut valider ces UE avec normalement 10 pour les valider, et ça veut dire qu'il y a une matière, vous pouvez avoir 5, bon j'abuse, et une autre, ça dépend des coefs, vous allez avoir 15, ça fait 10, ok ? Bah là en fait, il faut que vous ayez en moyenne 18, donc 3,6 de GPA en moyenne pour que votre dossier soit même lu par l'Imperial College of London. Il fallait ça. Il fallait également avoir des lettres de recommandation des profs, et il fallait passer le TOEFL. Le TOEFL, qu'est-ce que c'est ? C'est un examen d'anglais qui est extrêmement difficile. Mais je vais vous faire dans l'ordre. Il fallait avoir le TOEFL avec 92 minimum sur 120. C'est un examen sur 120. En école d'ingénieur et peut-être aussi en fac, on passe le TOEIC. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Le TOEIC, c'est sur 990. Et c'est vraiment, c'est facile, quoi. En plus, on exige d'avoir 700. Pour information, je sais pas, j'ai eu 930, un truc du genre. C'est de la branlette, honnêtement. Mais le TOEFL, par contre, je vous le dis, c'est difficile. C'est très difficile. Mais on va y venir. Donc, il faut 92 sur 120 au TOEFL, il faut 3,6 de GPA sur 4.
de moyenne générale, et il faut des lettres de recommandation et valider ces années, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais première année dans ton école d'ingénieur en France, deuxième année dans ton école d'ingénieur en France, et en troisième année, en fait, tu l'as fait directement dans l'Imperial College, si par bonheur t'es accepté. Sachant que notre école a envoyé très très peu d'élèves à l'Imperial College, tellement c'est des dossiers difficiles. Ils ont fait des doubles diplômes avec d'autres écoles, moins exigeantes, mais très peu sont arrivés à l'Imperial College. Et donc on apprend ça à partir de novembre, à peu près, novembre-décembre 2013, je crois. Et là, on se réveille et on dit putain, Ismail, putain, James, on va bosser comme des porcs, on va faire les rattrapages de ces matières-là, et on va tout niquer au deuxième semestre. Je vous précise que le dossier se fait uniquement sur les 3 premiers semestres, c'est-à-dire première année en entier et premier semestre de la deuxième année. Et on bourre, c'est-à-dire qu'on a eu 3,6, on a eu 18 de moyenne sur les 3 premiers semestres d'ingénieur, c'est royal, hein. Et on bourrine, et là on se motive, et moi je continue à aller à la salle bien sûr, on se motive, on bourrine, on révise, on travaille ensemble comme des porcs, on loupe beaucoup moins les cours, parce qu'en fait il faut comprendre qu'il y a des cours, le prof il arrive, il en a rien à foutre, il lit son TD, il lit son polycopier, et voilà, tu peux lui poser des questions à la limite, mais il le lit, il n'a aucune plus-value, hein, donc il y a des cours, ils servent vraiment pas à grand-chose. On bourrine, on fait nos rattrapages, on a des notes, mais de fou furieux. Vraiment, on a genre minimum 16, on a des 18, des 20 et tout. On a bourriné, parce que là, d'un coup, on avait un objectif en tête, et personne pouvait nous bousculer de cet objectif. On finit la première année, donc avec brio, rien à rattraper, tout est validé avec des bêtes de notes. Arrive la deuxième année. Exactement sur la même longueur d'onde, on commence, on détruit tout. Bref, je vous la fais courte. On finit ce premier semestre de deuxième année, donc ce troisième semestre, pareil, 3,6 de GPA. On demande au prof, donc moi j'ai eu une lettre de recommandation du prof de maths, du prof d'antenne, je crois, et je sais plus de quel autre prof. Bref, on envoie, il fallait 3 lettres de recommandation, donc il faut que les profs, vraiment, ils témoignent, ils mettent leur honneur en jeu de prof, ils disent, cet élève-là, il est excellent, il va réussir votre branche parce qu'il est très fort, prenez-le. Et avec James, on se projette et tout, on fait imagine et tout. Donc on dépose les dossiers à la fin du deuxième semestre. Avec nos lettres de recommandation, on n'avait pas encore passé le TOEFL. Ok ? Parce que le TOEFL, en gros, sous réserve, si t'étais accepté, sous réserve de passer le TOEFL. Écoutez bien. Le deuxième semestre est terminé. Maintenant, moi, je commence à zoner à 18h, j'abuse, mais régulièrement, je vous l'ai déjà raconté, je sors et je me dis, j'aimerais quand même faire une chaîne YouTube. Voilà, j'avais cette envie-là. Et je me dis, bah là, je vais arrêter de tryhard comme un porc, ça y est, mon dossier, il est fini, on verra si je suis accepté ou pas. Maintenant, j'ai plus besoin d'avoir 18 de moyenne. C'est très exigeant, hein. J'aimerais que vous compreniez, c'est très exigeant d'avoir des excellentes notes, comme ça. C'est genre, si les gens, ils passent tout, ils valident tout avec 10 de moyenne, parce que c'est permis, c'est parce que c'est le moindre effort, mais ça demande déjà un effort, hein, de tout valider, hein, mine de rien. Il y a énormément de matière. Et je me dis, vas-y, j'aimerais bien aussi, on sait jamais, peut-être que je peux faire quelque chose sur YouTube. Et je commence à réfléchir, et je me dis, peut-être de l'actualité, Clash, blablabla, vous connaissez la suite. Et donc, je crée ma chaîne YouTube en février 2015. Donc vous voyez, les dates, je les sors pas de mon cul, elles correspondent. Je commence en septembre 2013 ma scolarité. La première année se finit donc en juillet 2014. Je commence en septembre 2014 la deuxième année. Le premier semestre se finit aux alentours de janvier-février. En février, je sors ma chaîne YouTube. Et c'est là que ça va devenir compliqué. Je sors ma chaîne YouTube, j'en parle à personne, sauf à James et à un autre pote. Ok ? Je fais ma première vidéo, elle fait assez rapidement 1000 vues. Je crois que j'en sors une deuxième dans la foulée, genre 2 semaines après, ou un truc du genre. Elle fait un peu plus de vues, genre 3000. Et peut-être que je sors même une troisième vidéo, parce qu'à l'époque, vous savez, vous êtes dans le kiff de la nouvelle, le nouveau hobby, tu sais, c'est comme quand tu te mets à un sport, tu bourrines, et après tu te rends compte que t'as besoin de récup, tu vois. Je sors la troisième vidéo, je me souviens, c'était sur putain, c'est quoi le truc là de la folle là qui veut se faire maltraiter par son mec là,
50 nuances degrés, voilà. C'est ça. Et ça continue. Et je crois même que j'en sors bon, bref, je sais plus. Je crois que après il y a une pause, il y a peut-être la loi travail. Voilà à peu près où on en est dans ma vie. Je sais plus, je crois que c'est en avril ou en mai, je ne sais plus. On reçoit un mail de l'Imperial College pour nous dire, tous les deux, moi, James et moi, félicitations, vous êtes acceptés à l'Imperial College, nous serons heureux de vous accueillir l'année prochaine pour effectuer votre double diplôme en Signal Processing. Sous réserve d'avoir le TOEFL. Mon cœur bat de fou furieux parce que je vous assure que c'était la nouvelle de ma vie en fait. Ce truc, c'était l'aboutissement de 1 an et demi de travail acharné, tout en allant au sport, etc., etc. C'était le bonheur. En plus, les beaux jours commencent à arriver, vous savez, en avril, mai. Et là, on est si heureux avec James, et genre, on fête ça. On est au summum. On est au summum. Et alors, je lui dis, bon bah écoute, moi je vais passer le TOEFL. Alors je précise que l'année à l'Imperial College, ça on le savait, c'est 12 000 pounds, c'est 12 000 livres. Et j'en avais parlé avec mes parents, je leur avais dit, écoutez, je suis accepté, voilà, mais c'est 12 000 pounds l'année. Et mon père m'avait dit, mais attends, ça tu t'en occupes pas en fait, ça je veux pas que tu te prennes la tête avec ça, on trouvera un moyen, on va le payer, t'inquiète pas. Je veux pas que tu te prennes la tête avec ça. Mais ça me faisait quand même mal, mais bref. Je vais passer le TOEFL. Je l'ai bossé comme un porc. Écoutez, le TOEFL, je vais vous décrire l'épreuve. Il y a une épreuve de compréhension écrite, de reading, qui est d'une difficulté... Chaque épreuve est sur 30. Il y a 4 épreuves sur 30. Qui est d'une difficulté... Je peux pas vous le décrire à quel point c'est dur. C'est des textes, je me souviens, sur les mammouths préhistoriques, l'âge de glace, les insectes. Vous ne comprenez rien, en fait. Vous avez beau avoir fait anglais, parler bien anglais, il y a comme ça du vocabulaire qu'il y a que les natifs, et même des natifs ne comprennent pas, parce que c'est des trucs avec un vocabulaire moi, je me souviens d'un des textes, c'était sur genre les insectes prisonniers dans de la glace retrouvés dans des grottes préhistoriques, mais allez comprendre. J'ai eu 29 sur 30. J'ai bossé comme un porc, et donc j'étais super fort en compréhension écrite. Il y a ensuite compréhension orale. Pareil, ça c'est des stratégies en fait, faut vraiment bosser pour savoir quoi retenir, des fois il y a des infos, se concentrer sur ça. Et après on vous demande de restituer, on demande de réexpliquer, enfin des trucs un peu parfois évidents, parfois très durs. Et franchement c'est difficile. Ensuite il y a une épreuve d'expression écrite. Donc là je crois qu'on vous demande de rédiger des textes, etc. Et ensuite une épreuve d'expression orale. Il fallait avoir 92 sur 120. Donc chaque épreuve est sur 30, 30, 30, ok. Il y a 4 épreuves, comme je viens de vous le dire. Donc je vais à Bordeaux pour passer le TOEFL. Je sais pas si aujourd'hui ça se passe à Toulouse, mais je vais à Bordeaux, je me souviens. Un samedi, et il fallait à tout prix avoir la carte d'identité et tout, je me souviens. Et il y avait une meuf qui l'avait pas eu, elle était en pleurs et tout. Bon. Donc je passe le TOEFL, et on était, je sais pas, une trentaine dans une pièce, tu sais, avec chacun son poste de bureau, et séparé avec un truc pour pas copier, tu sais, avec une sorte de grand truc en carton à droite et à gauche, pour pas qu'on se voit. Mais par contre, on avait des casques. Et un casque avec un micro. Et je me souviens que du coup, dans l'épreuve d'expression orale, tout le monde parle en même temps, toi t'oses pas trop parler fort, et je me retrouve à pas beaucoup articuler, à mâcher mes mots en anglais, et en fait, je me retrouve avec une pas très bonne note en expression orale, parce qu'il te donne le détail après, parce que c'était inaudible. Beaucoup de mon contenu était jugé inaudible. Mais, vu que j'ai déchiré tout dans les autres épreuves, j'ai 93 sur 120. J'ai 1 point de plus, et si vous voulez je peux vous le montrer sur Insta, j'ai 1 point de plus sur 120 que ce qu'il fallait. Pour l'Imperial College, il fallait 92. Je reçois les résultats, je fais mon dieu, let's go. Et je pensais que j'aurais une meilleure note, mais visiblement j'étais inaudible. Ça m'étonne pas beaucoup, je suis pas un mec qui articule énormément, à l'anglais, avec beaucoup de gens dans la salle, j'ai du parler comme ça, yes, you know, because, ça devait pas être très agréable. Donc mon dossier est fini. Je commence même à regarder où habiter, je me rends compte que les loyers à Londres c'est horrible, que même habiter chez l'habitant c'est très cher, tu vas chez une grand-mère, mais j'étais prêt à le faire. J'en parle avec James, blablabla. Et lui il commence à se déchauffer en fait, bizarrement. Il a jamais passé le TOEFL.
Il a jamais passé le TOEFL finalement, il y est pas allé, parce que vous allez voir ce qui s'est passé. Mais il a décidé de pas y aller, mais il se déchauffait, il se disait, ah, je sais pas. C'était un mec super anxieux, James. Franchement, il était super anxieux. Ça, c'est un point commun qu'on n'avait pas. C'est que moi, j'étais vachement relax. J'apprenais, en fait, à relâcher la pression sur les choses que je pouvais pas contrôler. Et lui, il était anxieux. Il était anxieux parce que déjà, pour payer sa scolarité dans l'école, le loyer et tout, il avait déjà fait un emprunt à taux zéro. Voilà. Et donc, il était en mode, là, il s'est rendu compte que, putain, il va falloir débourser 12 000 livres, que ça va retourner en emprunt, donc il était pas bien, en fait. Lui, il était pas bien. Mais bref, moi, j'étais pas du tout dans ce cas-là. Et donc, j'envoie mon résultat à la meuf de l'Imperial College, et elle me dit, félicitations, bah écoute, on sera heureux de t'accueillir l'année prochaine. Sous réserve de validation de ton année, quoi, normal. Et là, on arrive au problème. En fait, avec mes vidéos, il y a un moment où, au bout de la deuxième ou de la troisième, où ça a tourné dans mon école. Que c'était moi le Raptor. Parce que j'étais anonyme au tout début, hein, j'étais complètement anonyme. Ça a tourné dans mon école. D'ailleurs, c'est certainement pour ça que mon CV en anglais, donc c'était un CV qu'on donnait en cours, mon CV s'est retrouvé, my English CV, s'est retrouvé sur Internet. C'est comme ça hein, que j'ai dû révéler que je m'appelais Ismail, etc. C'est parce que j'ai dû couper l'herbe sous le pied. Mon CV est sorti sur Internet pour aucune raison. C'était un CV qui était conservé pourtant par des profs, hein, même pas par des élèves, quoi, par des profs. Et en fait, les élèves de ma promo s'amusaient à... En fait, ils ont informé les profs. Voilà, là vous allez comprendre à quel point c'est des grosses putes, et c'est terrible, mais ils ont informé les profs de ma chaîne YouTube. Et sachez que ça, c'est un des trucs que je ne partage pas avec ces gens-là, là, de mes promos. Il y a une forme de lâcheté et tout, tu sais, de faire des trucs en rigolant, mais tout en sachant qu'on a fait un coup de pute, d'aller dénoncer et tout, tu vois. Ça, c'est des choses, on se dirait qu'elles n'arrivent plus à, une fois passé le lycée. Bah, sachez que même en école d'ingénieur, il y a des gens qui font ça, qui vont parler aux profs de vous, etc. C'est terrible. Mais c'est aussi des choses qui me renforçaient dans le fait que je me disais, je ne peux pas travailler, en fait, en groupe avec ces gens-là, en fait. Je peux pas être ingénieur, je peux pas me taper ces putains de boulets, ces saloperies, là, dans ma vie finale. C'est impossible. Oh, tu verras ça dans le monde du travail. Tiens, ton monde du travail. Bref, donc en fait, les élèves, en fait j'ai mon pote, pas James, mais un autre, qui savait, et il a dû en parler parce qu'il trouvait ça kiffant et tout, et ça s'est su, et ils ont fait, ah c'est vrai que c'est la même voix, et après en fait, ils ont raconté ça aux profs. Je me souviens, j'entrais des fois en cours, ils avaient écrit sur le tableau, Raptor, alors je sais pas si c'était pour me faire de la pub, tu vois, mais c'était le Raptor dissident, enfin Ismail et tout. Bref, c'était bizarre. Et depuis, en fait, je me souviens qu'après, quand j'allais en EPS et tout, je me souviens dans le bus, parce qu'on allait à un truc qui s'appelait La Beige, ou je sais plus quoi, bref, c'était à 20 minutes de bus de notre école. Genre tout le monde me regardait, je me souviens, j'étais un peu la star bizarre, tu vois, parce que mes vidéos c'était... Bon, bande de fils de pute, je vous expliquais pourquoi les gauchistes... Et les gens me regardaient sans parler, tu vois, mais je sentais qu'il y avait des regards, tu vois. Et le problème, c'est que les profs l'ont appris. Et là, mes pauvres, ça a été le début de mon humiliation, en fait, qui a duré 2 ans et demi. Les profs l'ont appris, et ont commencé eux aussi à me regarder chelou. Je vais pas vous apprendre quoi que ce soit en vous disant que le corps professoral, le corps enseignant en France, de la maternelle à visiblement l'éducation supérieure, quoi, est ultra gauchiste, à tendance même communiste. Voilà. Bon, ça on pourrait dire on s'en fout, mais vous allez comprendre la suite. Ils apprennent aussi, bah oui, parce que je suis obligé de leur dire. Je suis obligé d'aller comment ça s'appelait études internationales ou bref, il y a un pôle, en gros, il y a une sorte de bureau, des trucs internationaux où tu vas communiquer à ton responsable de là-bas tes volontés de constituer un dossier et est-ce que t'es accepté ou pas. Et en fait, je suis obligé de leur apprendre que j'ai été accepté à l'Imperial College, que j'ai le TOEFL, que tout est réglé. Et il y a cette histoire de chaîne YouTube.
Et là, je comprends en fait qu'il y a un gros problème. Déjà, je les voyais me regarder bizarrement les profs et tout, mais là, je comprends qu'il y a un gros problème. Le deuxième semestre se finit, et en gros, pour avoir le droit de passer, pour avoir le droit de valider son année, il faut valider 2 UE. Il faut avoir minimum 2 UE qu'on n'a pas validé, pardon. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que, mettons, il y a 6 UE, 6 groupes de matières, là, et bah vous avez le droit de pas en valider un, mais si vous en validez pas 2, vous devez les repasser en rattrapage, et si vous les repassez pas en rattrapage, vous redoublez. Et en gros, moi, dans le deuxième semestre, il y a un truc qui s'appelle mini-projet. Genre, c'est un truc de merde. C'est un truc de bouffon, où faut réaliser un circuit, je sais pas quoi, ça m'a jamais plu. Et bref, c'est vrai qu'avec mon binôme, on s'est un peu relâché. J'étais en mode, vas-y, on s'en fout, au pire, cette UE-là, on la rattrape et tout. Et on a dû la rattraper. Mais je m'en foutais parce qu'au pire, ça en faisait qu'une. Je savais que j'allais la rattraper vite fait. Et voilà, tu vois, que ce serait derrière moi. On finit l'année, et là arrive donc le bulletin de deuxième semestre de deuxième année, et je vois donc qu'il y a bien l'UE avec le mini-projet que j'ai pas validé. Je me dis bon bah c'est pas grave, je vais passer au rattrapage, on s'en fout. Et j'observe, et là j'apprends mais c'est indescriptible en fait. Là mon cœur prend un AVC en fait. L'UE avec anglais, italien, parce que je faisais LV3 italien, faut choisir une LV3 comment ça s'appelle là, enfin une LV2, mais LV2 c'était espagnol à l'époque, là c'est LV3 en école d'ingé, avec l'UE avec anglais, italien et EPS, je vois que j'ai, je sais plus quelle note, mais genre 6 ou 7. Pourquoi ? Pas parce que j'ai foiré l'italien je sais pas, j'avais 12 ou enfin une connerie, tu vois. Pas parce que j'ai foiré le PS, vous imaginez bien que c'est pas moi qui vais foirer le PS, au contraire. J'observe que j'ai eu 0 en anglais. Alors là, vous comprenez pas, vous dites, mais attends Ismaël, t'es accepté dans une école top 5 du monde, à Londres, l'Imperial College of London. Tu as passé le TOEFL qui est une épreuve extrêmement difficile, tu as 93 sur 120. Comment est-ce que tu peux avoir 0 en anglais ? Et écoutez bien. Ils m'ont mis 0 en anglais parce que j'ai eu 0 en savoir-vivre, et un truc qui s'appelle savoir-vivre, parce que j'ai eu plus de 30% d'absence en anglais. Parce que en fait, normalement, il faut comprendre un truc en école d'ingénieur, c'est que quand t'as au-delà de 30% d'absence, tu n'as pas le droit de passer des rattrapages. Mais ça veut pas dire que t'as 0 dans la matière. Il y a plein de matières où j'avais des absences, parce que les mecs, ils lisaient des polycopiés. J'arrivais le jour du partiel et j'ai 18. Vous voyez ? En anglais, en fait, dans tout cet UE, là, EPS truc, ils m'ont mis 0. Il a eu 0 sur 20. Et là, en fait, mon cœur apprend ça, parce que ce jour-là, je m'attendais juste à avoir ma note d'anglais qui était très bonne. Enfin, j'étais dans un des meilleurs groupes d'anglais et tout se passait bien, vous voyez bien. Et là, je fais, mais attends, c'est quoi cette folie ? Et donc, en fait, en l'état, tel quel, je redouble. Et je me dis, c'est quoi cette folie-là ? Et donc, je me souviens, je vais voir le prof d'anglais, et je lui dis, fallait lui parler en anglais. Je me souviens, je vais le voir, donc les cours étaient dans un sous-sol en plus, c'était le malaise. Je vais le voir, je lui fais, ok Peter, là on a un gros problème, j'ai été accepté à l'Imperial College of London, je suis censé faire mes études dans une des écoles les plus prestigieuses du monde. Vous imaginez bien que c'est pas cohérent que j'ai 0 en anglais. Je sais que c'est incroyable ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est le début des embrouilles en fait. Et là, j'ai compris en lui parlant qu'il y avait un problème réel et que les profs avaient une dent contre moi, c'était concerté. Je lui parle, il me fait non, mais c'est tout, t'as eu 0, t'avais qu'à être là, c'est comme ça, c'est intangible, c'est tout, t'as eu 0 en savoir-vivre, tu sais, savoir-vivre, fils de pute. Et je lui dis, écoutez, je suis très bon en anglais, je suis prêt à passer n'importe quel examen, sous vos yeux, tout de suite, dans 2 jours, dans 2 semaines. Moi, je suis là, parce que normalement, tous les élèves sont rentrés, sont rentrés en vacances, ils sont chez eux. Moi, je suis resté, je suis encore à Toulouse. Vous me donnez n'importe quel examen. Si vous voulez, j'en fais 4 d'affilée. Écrit, oral,
on les passe, et vous vous rendez compte que je mérite pas d'avoir 0 en anglais. Et là, je vous promets, je m'en souviens encore et encore, ça me fait froid dans le dos. Il commence à me hurler dessus. Il me fait « Mais attends, mais t'essayes de me corrompre ou quoi, je sais pas quoi, c'est quoi ce délire, sors, get out et tout !» Le mec a explosé. Je lui fais « Mais attendez », je lui fais « Non, j'essaie juste de vous dire que je suis prêt à faire n'importe quel examen pour changer cette note. » Il me fait « Ouais, sors d'ici et tout, t'as pas à me demander ça, c'est inadmissible, nanana. » Écoutez bien, ce prof-là, on est potes, limite, on se fait des blagues, ça fait 1 an et demi que c'est mon prof, et en anglais, en truc, vous savez, un peu l'ambiance détente. Je l'ai jamais vu me parler comme ça, ça fait 1 an et demi que je lui parle, on rigole ensemble et tout. Et le mec, là, d'un coup, il a pété un plomb sur moi. Je sors et tout, je fais bon, ok, c'est une dinguerie, le mec est complètement fou et tout. Bon, et ben on va essayer de rattraper l'UE, alors bon voilà, j'ai 0 en anglais, tout le monde va trouver ça drôle à l'Imperial College, mais bon. Je vais essayer de rattraper l'UE mini-projet, ok? Genre mini-projet faisait toute l'UE, tellement c'était un truc où il y avait une autre matière, mais genre le mini-projet était coef 6 et l'autre matière était coef 1, et je l'ai déjà validé. Mon binôme de mini-projet, il était déjà rentré en vacances, il m'a dit écoute, moi j'ai que ça à rattraper, me casse pas les couilles, démerde-toi tout seul, j'ai que ça. Et en fait, on était que 2 binômes à avoir à rattraper ce mini-projet. Tellement c'est un truc basique que tout le monde a validé, mais j'avoue, nous, on s'est un peu touché, quoi. Donc je vais pour rattraper le mini-projet. C'est un truc normalement qui dure 6 mois. À peu près, ça dure 4 mois, on va dire. Donc c'est vrai que c'est bizarre de faire rattraper un truc de 4 mois en 1 semaine, mais en gros, il nous laisse 1 semaine, il nous donne un nouveau sujet, et il faut bourriner, il faut faire ça, il y a pas mal de trucs à faire, et donc j'allais tous les jours, on est en plein mois de juillet, hein, ou fin juin, j'allais tous les jours à l'école, dans le labo, pour faire les projets, mesurer des tensions à la con, faire des montages de merde. Et je me souviens que je voulais tellement pas lâcher le truc et tellement valider le truc, que j'ai appelé ma mère. Mes 2 parents sont dans la physique, etc. J'ai appelé ma mère et elle m'a aidé de ouf, et on voulait s'assurer que je rattrape le truc et que je le rattrape bien, surtout que j'étais tout seul, j'avais pas de binôme, et l'autre groupe c'était un groupe de 2 meufs, le détail a son importance, c'était un groupe de 2 meufs qui rattrapaient. Donc au bout d'1 semaine je passe l'examen, je sais que cette histoire elle est particulièrement longue, mais j'ai besoin de vous raconter tout en fait. Je passe l'examen au bout d'1 semaine, tout se passe très bien, bon, je suis pas non plus le champion de l'électronique, mais on va dire à 2 questions près, 2-3 questions près, je réponds bien à tout, j'ai tout fait, tout validé. Le projet marche parfaitement, je leur montre, voilà, ensuite quand on fait ça, tac, si on veut mesurer tel truc, ok, maintenant il faut mesurer ça, le problème c'est ça, j'arrive à m'en sortir, à leur expliquer les trucs. Je ressors en mode, bon bah voilà, c'est torché, je vais pouvoir partir en vacances et trouver un logement à Londres et tout. C'était le matin. L'après-midi, je me connecte sur le truc là où on a nos notes. Je vois 9. Il me fallait 10 pour valider, je vois 9 sur 20. Ni une ni deux, je pars tout de suite, mais genre je pouvais... En fait, j'étais en train de me rendre compte qu'on était en train de me voler, en fait. Ni une ni deux, je me casse, je vais à l'école, j'étais à 10 minutes à pied, j'y vais, je vais voir tout de suite le prof, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez oublié un 1, j'ai 19, c'est pas possible, je peux pas avoir 9. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous m'avez fait là ?» Et là, le prof, il me fait « Non, mais en fait, on s'est dit que c'était pas vraiment juste, parce que c'est un projet qui dure 6 mois, et puis par rapport aux autres, tu vois, toi, tu as eu 1 semaine, on trouve que bah pas avoir fourni des efforts pendant 6 mois et rattraper en 1 semaine, c'est un peu injuste. » Parce que genre, ça devait être la première fois qu'il rattrapait ce truc, en fait. Et alors, c'est vrai que je suis pas complètement en désaccord, mais je veux dire, c'est comme ça, il y a des rattrapages, je vais pas faire un rattrapage de 6 mois, tu vois. Et j'ai eu 1 semaine pour monter un petit projet, montrer que je maîtrisais, en fait, enfin, que je gérais, que je comprenais les bases qu'on appliquait dans leur truc. Et il me dit, ouais, du coup, on t'a noté un peu sur 10. Il me dit, je vous promets, les gars, il faut que vous me croyez. Il me dit, du coup, on t'a un peu noté, bah, c'est un peu comme si on te notait sur 10, parce qu'on estime que tu peux pas avoir beaucoup plus, parce que ça se fait pas par rapport aux gens qui ont mis 6 mois, et toi, t'en as mis 1 semaine. Donc, en gros, t'as eu 9, mais voilà. Et je lui dis, mais vous pouvez pas me mettre 9 sur 10. Je lui dis, puisqu'il me faut 10 pour valider, je lui dis, c'est pas juste. Et il me fait, bah, je suis désolé, c'est comme ça. Nous, on trouve que valider un truc en 1 semaine, alors que d'autres ont mis plusieurs mois, c'est injuste.
Et là, je suis en mode, genre, détruit, mon cerveau se déconnecte, en fait. Faut que vous compreniez, à ce moment-là, mon cerveau se déconnecte, je suis perdu. Je suis au milieu de mon école, je suis venu, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça fait des semestres que je travaille. J'ai fait ce putain de rattrapage, je l'ai fait tout seul, mon binôme m'a lâché, je l'ai fait tout seul. Et là, on m'explique déjà en anglais que j'ai 0. Et là, on me dit, je t'ai noté sur 10, donc en gros, on peut pas te donner le rattrapage. Et là, je me dis, mince, mais ça fait 2 yeux que j'ai pas, mais c'est quoi, ils vont me faire redoubler, c'est quoi ce bordel, là? Je passe de regarder des logements à Londres, en ayant les meilleurs résultats, la meilleure école au monde, à avoir 0 en anglais et un mec qui me dire en face, ouais, ça se fait pas, mais va te faire enculer. Et là, je suis complètement dépité, tout mon cerveau par ailleurs, je me dis, qui je vais tuer en premier? Je déconne. Et là, je croise le groupe des 2 meufs, et je leur dis, ah ouais, ça y est, vous avez passé alors? J'y vais en fait en me disant, bah elles aussi, elles sont fait niquer. Et elles disent, ah ouais, ça y est, et je leur dis, mais non et tout, vous avez eu combien? Et là, elles me disent, 13. Elles me disent 13. Je sortais du prof qui m'a dit que il pouvait pas, par justice pour les autres, noter au-dessus de 10. Elles me disent, alors qu'elles sont claquées. En fait, c'est ça, le pire en fait dans l'histoire, c'est que je suis bien meilleur académiquement que tous ces débilos là. Je suis désolé d'être rageux et tout, mais faut me comprendre. Elles sont claquées, elles me disent j'ai eu 13. Je lui dis comment? Elle me fait bah t'as eu combien toi? Je fais attends, c'est ta gueule. Je vais voir le prof tout de suite, je lui dis attendez, vous venez de mettre 13, vous venez de me dire. Et là il commence à s'énerver, il fait écoute, c'est tout, c'est comme ça, si tu contestes mon autorité de prof, tu dégages, je sais pas quoi. Et là je me dis il y a un truc qui ne tourne pas rond. Je suis censé être la fierté de cette école. En fait, à cette époque-là, c'était juste un pressentiment. Vous allez voir, ça c'est rien. Attendez la suite. On est à presque 1 heure de podcast, mais c'est rien, les gars, c'est rien. Attendez la suite. C'était juste un pressentiment. Je vous ai raconté là par rapport à la chaîne YouTube, mais j'ai aucune preuve. Je vous ai dit, ouais, là, les profs, ça, je savais qu'ils étaient au courant. J'étais regardé bizarre. Les rapports avec les profs ont changé. Ils sont devenus très froids. Je le sentais. Mais voilà. Et je me suis dit, j'ai un pressentiment vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et là, mon monde s'écroule. Mon monde s'écroule. J'étais prêt à aller à l'Imperial College, je vais pas vous le répéter, et je viens de me faire voler par un truc qui n'a pas de sens de 0 en anglais parce que j'ai 30% d'absence. Genre j'avais 33% d'absence toujours. Et un mec qui refuse, qui me fait j'ai un rattrapage, on me refuse de me donner plus que 10. Mais tu vois, alors qu'il donne 13. Et là, je me dis, mais en fait, c'est horrible. Et j'en informe mes parents et tout. C'est bizarre, tu sais, parce que t'as 21 ans et t'appelles tes parents, tu sais, pour régler des problèmes à l'école. Pardon. Et genre, je me souviens que mon père fait l'effort de prendre l'avion pour descendre pour avoir un rendez-vous. Pour dire, écoutez, c'est un malentendu, là. Franchement, on passe un peu pour des cons, vous allez pas refuser un mec, parce que là, je pouvais plus, en fait, je redoublais, officiellement, je redoublais, pour 2 matières de merde, hein. Et mon père, en fait, vient, et en fait, il comptait aller les voir, et leur dire, bon, les gars, vous avez pas fait redoubler un mec qui a eu 3,6 de putain de GPA, qui a eu un dossier accepté dans la meilleure école du monde, enfin, l'une des meilleures écoles du monde, parce qu'il a eu 0 en putain d'anglais, quand même, et parce que vous voulez pas lui mettre 10 dans un truc, au moins un des deux, je sais pas, tu sais, couper la poire en deux, au moins un des deux. Il y va, je me souviens, je sais pas, il avait rendez-vous mardi à 15h, il prend l'avion le matin, il reçoit un mail le midi pour lui dire « Ah, par contre, on n'est pas là finalement, on peut décaler au lendemain. » Mon père, il est venu, c'est pas pour passer... Il travaille, hein. Il travaille d'arrache-pied. Il est venu, il aurait très bien pu rester qu'une seule nuit. Et la meuf lui a décalé son rendez-vous. Donc, vous imaginez déjà la folie de ces gens? Et donc, mon père, heureusement, il était resté... En plus, pour de vrai, il restait genre 2 nuits, mais pas plus, tu vois. Bon, déjà, il est arrivé, il m'a récupéré, il s'est dit, je crois que mon fils va finir en prison. Il m'a récupéré dans un état
où je n'acceptais pas, en fait. J'étais dans un état de haine, vous n'imaginez pas, en fait. Il lui décale son rendez-vous, il y retourne donc le lendemain, je sais pas, à 10h ou à 11h, je sais plus. Mon père, très respectueux, il se pointe comme d'hab avec de l'avance, un quart d'heure d'avance. Ils le prennent avec 30 minutes de retard parce qu'il sortait mon père m'a dit, il sortait d'une sorte de fête. Parce que vous savez, en fin d'année, des fois, ton fête parce qu'il y a il y a un mec qui a passé une thèse ou parce que le truc. Les mecs qui faisaient la fête, ils ont pris mon père, qui a fait le déplacement, qui avait son rendez-vous décalé, ils l'ont pris avec une demi-heure de retard. Voire plus, hein. Dans mes souvenirs, c'était même peut-être plus. Ils le prennent. Est-ce que vous savez ce qu'ils disent à mon père, qui a fait le déplacement pour régler un malentendu? Parce qu'ils savaient pas à cette époque. On avait ce pressentiment que les mecs s'acharnaient sur moi et qu'ils avaient une dent contre moi, qu'il y avait un problème. Mais ils savaient pas à quel point. Ils disent à mon père, ouais, votre fils, il vient en cours avec un sac de sport. Parce qu'en fait, je venais avec mon sac de sport avec mes repas dans un Tupperware. C'était une époque où je m'entraînais 6 fois par semaine ou 5 fois par semaine. J'étais sérieux, je préparais mes repas le matin. Enfin, ça n'a rien à voir. Vous savez qu'il prend des protéines en poudre? Alors vous, ça vous paraît rien pour aujourd'hui, mais faut imaginer, il y a 9 ans, 8-9 ans en arrière, prendre des protéines en poudre, tout le monde voyait ça comme du dopage. Avant que Thibaut InShape fasse le ménage là-dedans. D'ailleurs, pour la peine, il a pris une vidéo un mois plus tard. Ils disent à mon père, qui est venu pour régler les problèmes académiques, ils lui disent, il vient avec un sac de sport, c'est pas sérieux, à la pause, ça les regarde pas, hein, à la pause de 10h, il va prendre des protéines en poudre, genre il pensait qu'apprendre à mon père que je me droguais, tu sais. Et là, ils lui disent, et puis, on a vu des choses, des idées sur internet d'extrême droite, et on a l'impression que c'est un frontiste. C'est la première fois de ma vie que j'entendais ce mot. Pour vous dire que l'histoire est réelle, tu sais. Je crois que c'est un mot de boomer. Hein. Et il lui commence à lui parler de politique et lui dire ouais, il a des idées d'extrême droite, vous êtes au courant, je sais pas quoi. Mon père était pas au courant. Mais au-delà de ça, est-ce que vous imaginez un rendez-vous décalé et tout, manque de respect même à mon père, pour lui raconter n'importe quoi qui n'a rien à voir avec mes résultats académiques, et il lui parle de politique. Et là, mon père revient et il me dit bon, ils m'ont montré le bulletin, tout est nickel et tout, mais ils veulent pas, il y a rien à faire, ils m'ont dit ils veulent pas, voilà, il m'a dit ça. Et il dit je sais pas quoi faire, on peut rien faire. Donc là, en fait, à la suite de ça, j'envoie du coup un mail à l'Imperial College of London et je suis obligé de leur apprendre que finalement, bah, je ne vais pas pouvoir venir. Voilà, et je leur dis, je suis désolé, en fait, je osais pas, c'était honteux, je osais pas leur dire que c'est parce que j'avais redoublé ou quoi. Et je leur dis, je vais pas pouvoir me rendre finalement, je suis désolé, vous pouvez libérer la place. Et donc, c'est la première injustice que je vis, grosse injustice dans mon école, avec le pressentiment que c'était lié à la chaîne YouTube, et à la confirmation que c'était bien de la folie idéologique, ok? On fait rien. Mon père, il me dit, écoute Ismaïl, tu fais profil bas, je t'avais dit de fermer ta gueule toute ta vie, je t'ai dit, parce que c'est vrai que depuis que je suis au lycée, mon père et ma mère, ils me disent ferme-la et baisse la tête et accepte, et en fait j'ai jamais accepté malheureusement. Et il me dit, tu te tais, voilà, c'est comme ça. Alors habituellement, je rentrais tous les étés chez moi, normal, avec mes parents, ma famille. Je passe l'été seul, en PLS sur mon canapé. Quand je vous dis en PLS, c'est littéralement. J'ai été recroquevillé plusieurs journées de suite sur mon canapé. je vais être honnête avec vous. J'ai pleuré. C'est la honte de dire ça, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré des jours. En fait, j'arrivais pas à croire que j'étais pas dans un rêve. En fait, je comprenais pas. Le rêve de ma vie. J'ai tellement travaillé pour ça, et j'ai tellement travaillé pour ça depuis même le lycée où on m'a volé des choses, m'avait été enlevé alors que je l'avais en fait. J'avais tout imaginé, et je suis resté un mois, enfin tout l'été en fait, tout seul. J'ai parlé à personne, je suis resté tout seul chez moi, sans mes parents et tout, et j'étais pas bien quoi. Et
Et donc, bon, je refais cette deuxième année. Vous savez ce que j'ai fait pendant cette deuxième année? J'ai eu, pendant la deuxième année, 1 heure, je crois, ou 2 heures, je crois que c'est 1 heure, hein, c'est ça le pire. J'ai eu 1 heure d'anglais par semaine. Voilà. J'ai passé 1 an à faire anglais et EPS, ouais, du coup, vu que j'ai rattrapé, et italien. J'allais 2 fois par semaine à l'école pendant 1 heure. Ensuite, au deuxième semestre, j'avais 4 heures là, le matin, j'avais toujours anglais et EPS. Et sachant que j'y allais volontairement, parce que j'avais que un seul semestre d'anglais et d'EPS à rattraper. Hein. J'y suis allé les 2 semestres. Waouh. Et ensuite, je suis allé le deuxième semestre, 4 heures par semaine au mini-projet là. Que j'ai validé. Hein. J'ai fini par le valider avec 12 ou un truc genre. Donc j'ai passé une année, en gros, avec en moyenne 3 heures de cours par semaine. Est-ce que vous imaginez être seul dans une nouvelle promo, du coup, et que personne te connaisse? Personne ne me connaissait dans ma promo. Je venais 3 fois en anglais, truc, je repartais. J'ai passé une année dans le vide intellectuel absolu. J'avais rien de stimulant et j'ai dû me démerder. Et d'ailleurs, je me souviens quand je suis revenu, parce que quand même, j'aurais profité pour faire de la muscu, pour être très sérieux et tout, parce qu'en fait, bah, il y avait mon... Comment il y avait ma chaîne YouTube. Donc en fait, là, je me souviens que j'ai passé l'été, je vous ai dit, en PLS, et après, je me suis vengé, je fais une vidéo sur Thibaut InShape en août, je crois. et après, je sais plus dans l'ordre. Il y a eu Maron Séclin aussi l'année suivante, etc. en 2016. Bref. J'ai passé 1 an dans le vide à faire de la muscu, et je me souviens que quand je suis revenu pour le mini-projet là, et que j'ai vu des mecs de mon ancienne promo, ils ont fait « Ah putain, t'as pris et tout », et il y a un mec qui avait osé me dire « Mais en même temps, t'avais tellement que ça à faire que c'est normal que, heureusement, enfin, encore heureux que t'aies pris de ouf et que t'aies fait de la muscu de ouf ». Et dans ma tête, j'ai fait mes gros fils de pute. Déjà, si t'avais eu ce que j'avais eu, tu serais pendu avec une corde, là. Et si t'avais eu une année de libre, t'aurais geeké comme un gros porc, en fait. T'aurais certainement pas eu une diète de ouf et tu serais pas entraîné, tu vois. Bref. Donc j'ai passé cette année à rien foutre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et bon, bah je valide l'anglais et le PS, bande de connards. Et je valide ce mini-projet de merde. Et je passe en troisième année. Donc là, je me remets difficilement, mais je me remets de cette histoire d'Imperial College et tout. Je m'en suis jamais remis, hein, honnêtement. Et c'est là où vous allez voir que l'histoire commence à prendre de l'ampleur. Parce que là, c'est rien, hein, ce que je vous ai raconté, c'est rien, c'est peanuts, comme on dit. Je passe en troisième année, et là, mes parents me disent, écoute, j'ai un mauvais pressentiment sur cette école, ils vont essayer de te la faire à l'envers. Il faut absolument que tu valides ta troisième année. La troisième année en école d'ingénieur, comment ça se passe? Il y a un premier semestre classique, où vous avez des matières, des UE, comme d'hab, de spécialités. Et il y a un deuxième semestre qui concerne votre PFE, votre projet de fin d'études. Et là, vous allez voir qu'on va arriver à quelque chose de très intéressant. Si vous connaissez l'histoire du Rire Jaune, la chaîne YouTube Le Rire Jaune avec Kevin Tran, vous savez que dans son école d'ingénieur, qu'il a passé avec 1 an d'avance sur moi, je crois, ou plus ou moins là, au même moment, lui aussi, il a fait un PFE, un projet étudiant-entrepreneur. Mais on y arrive. On y arrive. En troisième année, mes parents me mettent un coup de pression monstrueux, ils me disent, ils vont tout essayer, tout utiliser pour te baiser, tu ne dois pas rater quoi que ce soit. J'arrête la muscu. Donc là, faut comprendre, on est en 2016, rentrée 2016, j'ai écrit Raptor Coaching Pro, mon métier, pendant 2 ans, j'ai fait ma chaîne YouTube, je l'ai montée et tout, c'est vrai que par rapport à l'école, j'avais 3 heures de cours max, mais par rapport à la chaîne YouTube, je l'ai quand même montée, j'ai fait des choses et tout. J'ai écrit Raptor Coaching Pro, mon physique, ça devient quand même vachement ma vitrine, donc j'ai besoin de ça, quoi. Surtout que, visiblement, l'école va pas m'aider. Je décide d'arrêter la muscu. On arrive en septembre, le coup de pression de mes parents est tellement monstrueux, je me dis j'ai tellement pas le droit à l'erreur, que je vais arrêter la muscu, c'est un truc qui me demande beaucoup de temps, qui me demande beaucoup d'énergie, qui me demande beaucoup de récupération, le matin je suis crevé et tout. Je vais arrêter, je vais mettre ça de côté, et pendant 5 mois, donc de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois, je mets ça de côté complètement. D'ailleurs, à la fin, je me retrouve vachement gras et tout, j'ai galéré à reprendre un niveau, quoi.
Mais j'ai tout donné et j'ai eu un bon physique. Bref. Je valide toutes les UE du premier semestre d'école d'ingé. Toutes les UE. Toutes. À l'écrit, en projet, ce que vous voulez. Et en plus, de manière assez pas assez haut la main, mais je veux dire, bon, les notes montaient plus à 18 et tout, mais il y avait des 14, il y avait des trucs sympas, quoi. C'est pas la folie, mais bon, je faisais en sorte de valider tout. Je sais que cette histoire, elle est très longue, et je vous remercie de m'écouter, parce que là, on va entrer dans le cœur du sujet. Là, c'était une sorte de contextualisation. En septembre, fin septembre, on apprend que cette année, pour la première fois, je crois, mon école d'ingénieur est en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et je sais plus quoi, pour des projets d'étudiants entrepreneurs. C'est-à-dire que le PFE, le projet de fin d'études, normalement, il se passe avec un stage chiant au possible à Thales ou je sais pas dans quelle entreprise, ou un stage en laboratoire de recherche. Et ça dure, je sais pas, 4 mois, je crois, enfin un truc du genre. Et en fait, ils ouvrent la possibilité aux étudiants qui, derrière, après leurs études, vont peut-être se diriger vers le monde de l'entreprise, devenir des entrepreneurs. Ils trouvaient ça super intéressant d'avoir ce genre de profil. Je pense qu'ils étaient aussi payés. Ils avaient ils avaient des fonds du ministère pour développer ça. Parce que c'est très recherché, c'est très difficile d'être entrepreneur et de réussir des choses, de porter des projets, la rigueur que ça demande, etc. Et ils trouvaient certainement que c'était ce qui est vrai, que c'était des compétences, des disciplines, des choses qui se croisaient, qui étaient assez complémentaires du parcours d'ingénieur. Qui demandent de la prise d'initiative, ce genre de choses. La prise de rythme, là-bas. Et alors, ça se passe comment? C'est que ça se faisait avec ce qu'on appelait Pépite, P-E-P-I-T-E, quoi, je sais plus c'est pourquoi, mais en gros, c'est la pépinière d'entreprise de Toulouse qui était chargée d'encadrer ça. Et là, je me dis, putain, Kevin Tran, il a fait un projet d'entreprise pour développer son activité sur la chaîne YouTube et son activité commerciale à travers ça. Ça paraît con, hein. Et d'ailleurs, quand il l'a raconté, c'est vrai que ça paraissait con, mais c'était intéressant. Je me dis, putain, ils vont jamais accepter. Les mecs me détestent, ils vont certainement pas accepter que je leur explique que mon but, c'est de développer Raptor Coaching Pro, de le monter à temps, de faire en sorte que ça progresse grâce à mon audience, à mon influence, à ma communauté. Les mecs, ils vont me dire, ferme ta gueule, tu dis des trucs idéologiques, je sais pas quoi. Vu qu'ils m'ont déjà pourri un peu ma vie là-dessus. Mais bon, je dépose un dossier. Je dépose le dossier, pépite et tout, je fais le truc. Ok. Il y a un oral, en fait, dans un amphithéâtre, à l'issue de ce dossier, qui est pré-accepté. Je me fais, putain, c'est super, tu vois. Et en fait, il y a plusieurs... ils ont proposé... Oui, je crois que c'était la première année qu'ils proposaient ça, parce qu'il y avait des gens en première année, en deuxième année, en troisième année. Et on se retrouve donc ce mardi soir, ou je sais pas quoi, à chaque fois je dis mardi, mais à 18h, on se retrouve dans cet amphithéâtre, où j'arrive, et moi je vous dis de souvenir, je vois que des vieux en costard avec des montres de luxe de zinzin. C'est des montres, des grosses montres. C'est ça l'image qui a été gravée. Maintenant, je suis devenu ce vieux en costard avec une grosse montre. C'est l'image qui est gravée. Des gros entrepreneurs. Il y avait même le PDG je vais dire des conneries, mais je sais pas, de Auchan Toulouse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des mecs qui ont créé des entreprises aussi, des mecs qui ont créé ceci, cela. Il y avait un mec qui était chez Orange. Bref, il y avait des mecs qui avaient l'air de peser, qui étaient des yeuves. Et là, je me dis, je suis dans la merde. Il y avait aussi d'autres élèves qui venaient présenter leur projet d'élèves entrepreneurs, et je me fais, oh putain, je suis dans la merde. Il y a des mecs de 50 piges qui sont dans des trucs sérieux, et moi, je vais arriver, je vais leur parler de ma communauté YouTube. Et alors, je passe avec mon PowerPoint et tout, je leur présente devant tout le monde. Hein. Donc à ce moment-là, je m'out. Je crois que... Non, j'étais pas encore, j'avais pas encore outé complètement. Non, sur Internet, j'étais pas encore Ismail Ouslimani, personne ne savait encore. C'est venu cette année-là d'ailleurs. C'était venu en troisième année. Donc, mais toute l'école était, enfin tous les profs étaient au courant et pas mal de gens à l'école étaient au courant. Mais en tout cas, devant les mecs, je leur dis voilà, j'ai une chaîne YouTube, elle s'appelle le Raptor Dissident. Je fais du traitement d'actualité. J'ai réuni, je sais plus à l'époque, 300 ou 400 000 abonnés.
j'ai décidé de leur proposer, vu que c'est ma deuxième passion, la muscu, la nutrition, de m'associer avec un coach pour leur proposer un service de coaching en ligne. Et voilà, ça marche déjà plutôt pas mal, on fait tant par mois, et je pense qu'on peut monter jusque là. Et le but, en fait, l'intérêt, c'est que moi, j'ai cette activité de développement de mes réseaux sociaux, et que derrière, bah, ça me permette d'avoir une partie de cette communauté qui est intéressée par ce que je peux proposer professionnellement. Et là, les mecs me font « Putain, mais c'est génial !» Je vous jure que tous les autres projets, c'était n'importe quoi. Il y avait des « Ouais, je vais faire une application où on fait des courses en fonction des recettes et tout. » Enfin, c'était pas con, mais c'était bizarre. Et en fait, la plupart des projets, c'était des mecs qui avaient un projet, mais qui vont pas faire ça de leur vie, en fait. C'était juste par curiosité de développer un projet au sein de l'école, mais ensuite ils vont lâcher l'affaire à la fin, quoi. Moi, c'était ma vie, en fait, qui se jouait. Et je leur sors les stats, je ressors mes abonnés, les stats que je faisais dans mon reach, et ils sont impressionnés de ouf, en fait. Et là, en fait, parce qu'ils savent, eux, ils comprennent, parce qu'en fait, j'imagine que c'est des entreprises qui font même appel à des influenceurs pour faire des placements de produits, etc. Ils comprennent la valeur que ça a, et la difficulté, et le caractère vraiment unique d'avoir autant de gens, et ils se disent, putain, en plus, il fait des beaux chiffres avec Raptor Coaching Pro, là, avec son truc, c'est vachement prometteur. Et ils me le disent. Et du coup, quelques jours ou semaines plus tard, je sais plus, mon dossier d'étudiant entrepreneur est validé. C'est-à-dire que j'ai été validé par Pépite, l'école, bah forcément, bah ils acceptent, quoi. Et je peux, en fait, substituer mon projet de fin d'études, mon PFE, à un projet de croissance de mon entreprise. Et là, je me dis, putain, c'est génial. C'est génial parce que je n'avais pas envie de me faire un stage de merde dans un labo de merde. J'avais pas envie de faire un stage où je vais voir un putain de mec qui va me dire mon N+1, mon ferme ta gueule. J'ai pas envie de ça. Là, je vais être libre de faire ce que j'aime, de développer ça et de montrer les résultats, et je vais être noté par rapport à ça. Ça va être génial et tout. Donc, je valide tout le premier semestre de la troisième année, comme je vous l'ai dit. Et puis arrive le PFE. Tout va bien, hein, tout est signé. Il faut trouver un tuteur de stage. Et ben un des mecs de l'assemblée là de Pépite là, un des vieux en costume là, il me recontacte et il me dit écoute, j'aimerais bien être ton tuteur de stage. Je lui fais bah c'est trop cool. C'est trop cool, je vous remercie, ça va être un super projet, vous allez pouvoir me donner des conseils en termes de développement de produits, d'audience, ça va être vraiment merci de vous intéresser à moi. Qu'est-ce que j'étais pas naïf. Au bout de quelques semaines, ou quelques jours même, il me dit ouais, c'est pour ça que je vous ai parlé de Orange, il me dit voilà, moi mon produit là il est commercialisé chez Orange et tout, ça marche bien. C'était de la merde hein, son produit, de souvenir, c'était un truc genre... je sais plus ce que c'était, mais c'était genre un truc où tu pouvais entendre la musique et la partager pour que les autres l'écoutent, enfin c'était un truc bizarre, tu vois. Il me fait là, j'ai des partenariats, enfin j'ai des liens chez Orange, du coup ils commercialisent mon produit, est-ce que tu pourrais en parler sur ta chaîne YouTube? Est-ce que vous imaginez? Je suis là pour mon stage, le mec, mon tuteur de stage, ça fait une semaine qu'on est là, il me demande de faire un placement de produit pour sa merde sur ma chaîne YouTube. Ça m'aurait coûté rien du tout de le faire. J'aurais commencé la vidéo pendant 1 minute, j'aurais dit voilà, si ça vous intéresse, il y a ce produit-là, vous pouvez écouter et partager vos sons préférés avec vos potes, et ça est disponible chez Orange. Ça m'aurait coûté rien. Et en fait, je lui ai répondu par principe. Je lui ai dit, bah, le produit m'intéresse pas plus que ça, et je me vois mal partager ça à ma communauté parce que je pense que ça va être mal vu. C'était en plus une époque où les placements de produits étaient vus comme un gros vendu, etc. Il me proposait pas de rémunération, hein, je précise, juste de le faire. Écoutez, je vous promets, la semaine suivante, il me dit, je suis désolé, finalement, je vais pas pouvoir être tuteur du stage, j'ai pas le temps. Donc là, je suis choqué, en fait. Je me dis, putain, mais ce mec qui était censé être mon tuteur de stage vient d'essayer de m'exploiter à ses propres fins, et quand j'ai dit non, il m'a dégagé. Donc ça, c'est déjà très très grave. Je le dis à mon école me dit, ok, bah il faut que tu trouves un autre tuteur de stage, va à Pépite, truc, dans la pépinière là de Toulouse, tu vas et trouve un mec. J'appelle et tout, je prends rendez-vous avec un mec. Le mec, on a un entretien qui dure 30 minutes ou quoi, et il me dit, bah écoute, là, au stade où tu m'annonces, parce qu'en fait, c'est censé être des projets d'entreprise. Moi, c'était déjà une entreprise, hein, c'était déjà solide, j'étais bon en auto-entrepreneur à l'époque, mais
c'était créé, c'était constitué. Et il me dit, écoute, au stade où t'es en train de me raconter le truc, t'es plus avancé que moi. Il fait donc, je vais te prendre en tutorat, alors que c'est toi qui es plus avancé que moi. Il a dit, donc, je suis désolé, mais c'est trop bizarre, je peux pas. Donc là, je dis, bon, putain, et tout, je suis dans la merde. Et j'arrive finalement, par mes propres moyens, à trouver un tuteur de stage. Donc je fais tout mon stage, c'est là où vous savez que je vais à Berlin en même temps, parce qu'en fait j'étais libre, et puis ça me permettait de faire ma mobilité, qui a été validée, hein, je précise. Je vais à Berlin, je monte Raptor Coaching Pro, les chiffres montent, évidemment on bénéficie de cette deuxième partie d'année, parce qu'on commençait en février à peu près, ou en mars, et donc les beaux jours reviennent, les chiffres montent presque naturellement, mais quand même, je développe une certaine stratégie, je me mets vachement sérieusement au sport, c'est là où vous m'avez vu avoir un physique de plus en plus sec, alors il était pas à mon niveau actuel, mais il était quand même de plus en plus sympa, je mets en place certaines... Enfin bref, je monte le projet, tout se passe bien. On arrive en septembre. On arrive en septembre et il faut passer l'oral. Comment se note un PFE? Il y a une note à l'écrit, d'un rapport écrit qui est coef 1, il y a une note à l'oral qui est coef 1, et il y a la note de tuteur qui est coef 2. Et si vous avez écouté la vidéo de Kevin Tran sur le sujet du rire jaune, vous savez qu'en note de tuteur, lui, c'était son petit frère. Lui, il a abusé complètement, son tuteur de stage, c'était son petit frère. Ah, vu qu'ils étaient à deux dans le truc, enfin bref. Et donc il lui a mis 20 sur 20, tu vois, un truc. Et moi, en gros, bon, c'était pas un petit frère, mais c'était quelqu'un qui m'a encadré et qui aussi me kiffait. Donc, il se trouve, c'était quelqu'un de sérieux hein, dans l'entreprise, je précise. Il me met, je sais pas, il me met genre 18, tu vois. Et je me dis, bon, bah, c'est coef 2, j'ai 18, je suis refait, de toute façon, qu'ils soient contents ou pas, ces gros connards, de mes idéologies, parce que je savais que j'allais être jugé là-dessus, qu'ils aillent se faire enculer, de toute façon, ils pourront pas, s'ils sont un tout petit peu, s'ils sont un tout petit peu de bonne foi, quoi, même s'ils me mettent une vieille note, le truc coef 2 rattrapera, quoi. Je passe le jour de l'oral, donc j'envoie le rapport écrit genre une semaine avant, il faut l'envoyer en plusieurs versions, PDF, imprimé, je paye je sais pas combien d'impressions pour que le truc soit beau gosse et tout. Je le renvoie, je passe le jour de l'oral en fait, il y a 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions, ça dure 30 minutes, voilà. Il y a 20 minutes de présentation de ton projet, ensuite pendant 10 minutes, il te pose des questions. C'est ce qui est écrit, après les 10 minutes peuvent dépasser, ça peut devenir 15, 20 quoi. Mon oral a duré 1h30. Et là, vous allez comprendre ce qui s'est passé en fait. Je passe mon oral, je leur présente, je leur montre les chiffres, que c'est en croissance, je leur donne mon nombre d'impressions, de mes rapports de stats et tout, qu'est-ce que j'ai fait pour mener à ça, quel projet je suis en train de développer aussi à côté pour la suite, j'avais fait des recherches pour une marque de vêtements, etc. Si y'en a qui se souviennent, qu'est-ce qu'on m'a proposé, blablabla, où ça peut être fait. J'ai ouvert le sujet, en plus de Raptor Coaching Pro. Le truc était carré, hein, je vous le dis. Première question. Il y a une meuf aux cheveux courts dans le jury qui était sur son téléphone et elle me dit « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce tweet ?» Et elle me sort un tweet sur le féminisme, je sais pas quoi. Et genre je lui réponds bah ça c'est mon compte Twitter, mais je vois pas le rapport en fait avec le projet entrepreneurial du coaching et le fait qu'il y ait une augmentation de la clientèle, le panier moyen, je sais pas quoi. Je lui dis là y a pas de rapport. Et en fait, je vous explique, pendant 1 heure, au lieu de prendre des questions pendant 10 minutes, j'ai pris 1h30, enfin 1 heure et quelques de questions. Ça a été ouais, mais vous avez pas honte d'avoir un discours comme ça d'extrême droite, et ça vous dérange pas d'avoir des propos qu'on peut qualifier de misogynes et de je sais pas quoi. Et ça a été que ça. Les mecs, j'avais la gorge sèche, j'ai pas eu d'eau. Pendant 1 heure, je me suis fait assiéger et j'ai rien pu faire de questions, de politique, d'idéologie, de vous avez pas honte, ça vous dérange pas, je sais pas quoi. Ils ont sorti des articles et tout de presse. J'ai pas compris ce qui se passait. Et je ressors lessivé après avoir la gorge sèche et tout, je me souviens. Je leur dis à peine au revoir. Je me souviens, la meuf, elle m'a fait c'est bon, hein, je sais de quoi je parle, vous allez pas m'apprendre le milieu de l'entreprise, j'ai été auto-entrepreneur. La meuf, elle se prenait pour je sais pas quoi, j'ai été auto-entrepreneur, elle venait de la Toulouse Business School, je me souviens, parce qu'il y avait la moitié du jury qui était de l'école, la moitié du jury qui était de la Toulouse Business School. C'est gros escrocs.
Et alors je me dis, putain, c'était horrible. Je crois qu'ils vont me lessiver, mais bon, je vous le dis, de toute façon, je sais que j'ai ma note de tuteur, ma note de rapport écrit, elle peut pas être dégueulasse, même si bon, voilà, visiblement, ils ont pas l'air très chauds, parce qu'ils détestent mes idées, hein, mes vidéos. Euh, et je ressors et tout, et je fais, putain, et je me souviens, je rentre, parce que à cette époque, j'avais emménagé avec Betty, ça faisait un mois. Je reviens à Paris, je lui raconte et tout, je lui dis putain, elle me dit c'est une dinguerie et tout, et je lui dis bah de toute façon qu'ils aillent se faire enculer, je les reverrai plus jamais de ma vie, et next, tu vois, maintenant on va faire du YouTube et tout, au calme. Les semaines passent, et en fait, début octobre, j'ai mes résultats. Je me connecte, avec le cœur qui bat, tu vois, parce que c'est le dernier résultat de ta vie. T'as travaillé, donc t'as fait tes 2 ans de prépa, t'as fait tes 3 ans d'école d'ingénieur, t'as validé absolument tout, qui t'a passé au rattrapage. Ils m'ont fait redoubler, mais j'ai continué, j'ai pas lâché, bla bla bla. Et là, c'est vraiment le moment de savoir que bah tiens, ça y est, c'est fini. Je me connecte et je vois qu'ils ont retiré ma note de tuteur de stage. Je me connecte et je vois 8, 8, 8. La note de tuteur de stage était vide, là, parce que c'était en ligne en fait. Il y avait écrit 8, oral 8, total 8. Et là, j'ai mon cœur qui s'arrête en fait. J'ai mon cœur qui s'arrête. Je me souviens, c'était à midi, et je devais aller à la salle après et tout. Et j'y suis allé, et après je suis rentré parce que je n'arrivais pas en fait. J'étais à la fois haineux, je comprenais pas en fait ce qui se passait encore une fois. En fait, ils m'ont retiré mon diplôme. Donc là, en fait, je sais pas si vous imaginez, j'ai fait 6 années d'études, j'ai tout validé, j'ai été accepté en projet étudiant entrepreneur, j'étais le seul à avoir été accepté au passage, tous les autres se sont fait balayer parce que c'était de la merde leur idée. J'ai tout fait, et ils ont triché, ils m'ont retiré mon diplôme, parce qu'ils avaient des problèmes politiques, idéologiques avec moi. En fait, c'était une dinguerie. Ce jour-là, je l'oublierai jamais, en fait. Je l'oublierai jamais. Et ce jour-là, genre, en fait, émotionnellement, mon âme est partie. Et j'ai pas osé en parler parce qu'en fait, je me sentais humilié. Et après, je l'ai raconté à Betty, le soir même, dans cette baignoire, je lui ai raconté. Et j'étais vidé, en fait. J'avais plus d'énergie, j'avais plus rien, j'étais vidé, je comprenais pas. Et en fait, c'est drôle parce que, maintenant que je me souviens, avant de faire le PFE, donc en février, j'avais eu un entretien avec le directeur de département, et il m'avait quasiment prévenu en fait, je l'ai compris plus tard, il m'avait dit mais t'as déjà pensé un peu aux équivalences, à ce que tu peux faire derrière et tout? Et je lui ai fait faire quoi derrière quoi? Il me dit bah je sais pas, dans l'éventualité où t'aurais pas ton PFE. Et je lui ai fait bah non en fait, pourquoi j'aurais pas mon PFE, il a été validé, je vais le passer, je vais mener mon entreprise, tout va bien se passer, et next, hein. Il a fait bon, ok. Et en fait, ce connard était en train de me prévenir qu'ils avaient déjà pris la décision, en gros, qu'ils allaient jamais, jamais me laisser passer, qu'ils avaient trouvé un moyen de me voler. Et sachez, l'histoire n'est pas finie. Oh, 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 l'histoire n'est pas finie. Attendez, je vais vous raconter la suite. Donc là, ce jour-là, j'étais brisé. J'étais brisé parce que je savais pas comment le raconter. Je me suis dit, mais personne va me croire, en fait. Quand je vais dire aux gens qu'ils m'ont enlevé ma note de tuteur, ils vont me dire, ah, arrête, t'abuses et tout. C'est le pire des sentiments, en fait. Se dire qu'on va raconter quelque chose et que tout le monde va me dire, mais non, c'est impossible, arrête, t'abuses et tout. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour vous expliquer le contexte. Et je l'ai jamais raconté, c'est pas fini, hein. Attendez, l'histoire continue. Vous allez voir que l'histoire continue et que ça va vous faire bizarre. Je l'ai jamais raconté, il y a très peu de gens qui sont au courant de cette histoire parce que c'est humiliant en fait. Ce jour-là, j'ai été humilié
Ce jour-là, on m'a retiré ce que j'avais gagné de tellement dur labeur. Ce jour-là, en fait, on m'a expliqué que j'étais fini, en fait. Et je me suis retrouvé, faut que vous me mettiez dans ma peau, avec ce sentiment de honte, déjà, qui est horrible, parce que moi, je ne vis pas, je refuse de vivre dans la honte. Et je pense que j'en ai fait les frais. Avec cette humiliation qui fait que je pouvais le raconter à personne. Et là, il y a plein de potes à moi qui vont découvrir cette histoire avec ce podcast, qui n'est pas fini. Attendez d'avoir la suite, ça va vous remettre le sourire. Et je me dis, putain, je suis mort. Il y a des tas d'articles diffamatoires sur moi dans les médias. Parce que j'ai jamais... en fait, c'est simple, au début, je voulais même pas porter plainte, parce que porter plainte, ce serait révéler mon identité. Ensuite, bah, mon identité était révélée. Donc en fait, j'étais plus Raptor, un pseudo sur internet, j'étais Ismail Ouslimani. Avec une fiche Wikipédia, avec une photo associée, avec un nom associé. Et donc déjà, je me prenais... Parce qu'il y a 3 mois de prescription. Hein. 3 mois plus tard, vous pouvez plus porter plainte contre un article de presse diffamant. Et ils étaient repris, et le prochain s'appuyait sur l'ancien pour rajouter, etc. Donc je me retrouve avec un diplôme qui m'a été retiré pour des questions idéologiques, politiques, avec des articles sur moi diffamatoires qui font que les portes se ferment. Vous ne connaissez pas ma vie, mais vous ne savez pas ce que c'est d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui se passe très bien, et puis de plus jamais avoir de suite. Je parle pas de rendez-vous amoureux, hein. D'avoir un rendez-vous professionnel, etc. Des gens qui finissent par te taper sur Google et plus jamais, en fait, t'adresser la parole alors que tout s'était bien passé, en fait. Donc je suis dans cette situation-là. On m'a retiré mon diplôme. J'ai passé 6 ans, donc quasiment, en fait, pour rien. Alors que j'ai tout validé. Et je me dis, mais en fait, je suis mort, en fait. Je pourrais jamais avoir d'avenir professionnel, en fait. Je suis fini. Je suis dos au mur, j'ai 24 ans, et ma vie s'arrête, en fait. Là où elle devait commencer, elle vient de s'arrêter. C'est très dur de s'imaginer de se mettre à la place, mais... Et je me dis, mais putain, bah... Il me reste que YouTube, que j'ai créé, que j'ai consolidé, Raptor Coaching Pro, pour lesquels les gens, en plus, m'ont chié dessus. Mes vidéos sont démonétisées. J'ai pas le droit de faire aucun feat avec aucun youtubeur parce qu'ils se chient tous dessus. J'ai aucun sponsor parce qu'ils se chient tous dessus. On m'a retiré mon diplôme. Pour des raisons idéologiques, j'ai des articles diffamatoires dans toute la presse. Une fiche Wikipédia extraordinairement dégueulasse. Mon seul moyen de m'en sortir, c'est d'avoir une entreprise, et j'ai pas fait des t-shirts de merchandising ou quoi, j'ai pas fait des je sais pas quoi, j'ai fait un système de coaching professionnel pour transformer les gens dans la communauté qui me font confiance. Et je me suis fait cracher à la gueule en plus de ça. Et j'ai dû poursuivre, continuer, et là je me suis dit, bah Ismail, t'es dos au mur, t'es finito, si jamais t'es obligé de performer en fait. Et alors j'ai performé. Et vous savez c'est quoi le pire en fait? C'est qu'à la suite de ça, j'ai fait, donc vous vous souvenez, le Rendez-vous Dissident, qui était une émission où j'étais en duo avec Papacito, ça marchait très très bien. Et en fait, on a décidé aussi d'inviter des gens et de leur donner la parole parce que je me disais, vu comment j'ai été humilié, maltraité, on a tenté de me tuer pour mes opinions, peut-être qu'il y a des gens dans cette situation-là, en fait, qui sont complètement éclipsés, effacés, et ils méritent peut-être d'avoir un peu le micro. Et bon, j'ai compris après que, en fait, ils méritaient pas d'avoir le micro parce que c'est des saloperies, en fait, c'est des sales types qui ont pas du tout vécu ce que j'ai vécu. Et donc, j'ai fait encore plus de sacrifices. Et derrière, en fait, bah, j'ai quand même réussi. Ça m'a donné la force de continuer. Alors, voilà la deuxième partie de l'histoire qui va peut-être vous remettre le sourire. Moi, j'avais plus la force mentale. Je vous le dis tout de suite, ça m'a détruit, en fait. Encore aujourd'hui, j'en parle avec émotion. J'avais plus la force mentale de penser à ce sujet-là. Je pouvais plus, en fait. Mon cerveau pouvait plus. C'est un traumatisme de fou furieux, en fait. Mais mon père, et mes parents ont refusé que ça se passe comme ça. Et grâce à eux, parce que moi je l'aurais jamais fait, ils ont trouvé un avocat. Ils ont présenté le dossier. J'ai dû faire des efforts de présenter les choses, ça m'a demandé quand même. Et ça a été de longues années. Donc c'est en 2017 et ça a duré jusqu'en 2023.
de longues années de procédures, etc. Et il fallait payer, hein, bien sûr. Il fallait payer l'avocat, etc. Je rappelle que mon école, parce que voilà, j'ai eu 8, après tout, j'aurais dû avoir le rattrapage. Mon école m'a retiré ma note de tuteur de stage, m'a retiré mon diplôme, ne m'a pas envoyé un seul mail. Ils m'ont pas parlé. Normalement, une école qui tient à son élève, elle lui présente... Déjà, elle lui dit qu'il a le droit au rattrapage. J'avais le droit au rattrapage, ils me l'ont pas dit. Ils m'ont dit bye bye. Ils m'ont interdit un droit au rattrapage, de toute façon, ils m'avaient déjà niqué, donc... Et ils m'ont même pas dit, bon bah voilà, là tu peux aller dans telle fac pour finir ton master 2, avoir une équivalence, je sais pas quoi. Ils m'ont laissé en clochard. Ces fils de pute voulaient que je finisse clochard, comme ces journalistes lâches. C'est pour ça que je vous dis, ces gens-là qui prétendent avoir des valeurs, être humanistes, c'est les pires raclures qui existent. Et se sont réfugiés derrière un piédestal moral dans leur idéologie, là, qui met en péril toute la justice, tous les concepts de gens qui travaillent dur pour justement créer des inégalités, qui trouvent injustes, qui met en péril la civilisation. Là, tout ça pour s'acheter un petit peu de valeur morale parce qu'ils en sont dépourvus, c'est des monstres. Ces gens-là me voulaient clochard. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si j'avais pas persévéré sur YouTube, etc. J'aurais fait quoi? J'aurais fait quoi alors qu'on m'a retiré mon diplôme et que ma personnalité a été assassinée par les médias? C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose que je leur pardonnerai jamais. Donc mes parents ont monté le dossier avec un avocat, ça a duré extrêmement longtemps. Et j'ai gagné mon procès. Mon jury a été jugé incompétent, a été reconnu coupable de fraude. Vous imaginez l'ampleur de la gravité de la situation ou pas? Vous imaginez qu'une école entière soit entachée et condamnée par un tribunal pour incompétence et fraude? Mais vous imaginez ou pas le délire? Ces gens qui ont le pouvoir absolu sur nous sont en fait des tricheurs. Mais c'est de la folie, en fait. Parce que ça, c'est la faillite des institutions, en fait. Le jour où la justice, le jour où l'école, le jour où la police, etc., et ça se produit, faillissent, c'est terminé, en fait. Et c'est très, très grave. Mais c'est très, très grave. Moi-même, j'étais choqué. Je me suis dit, mais non, jamais un tribunal va accepter. Le tribunal les a condamnés. Et un truc ridicule, en plus, il devait me filer 2000 euros. T'sais. C'est même pas mes frais d'avocat. Ils ont fait appel de cette décision. Parce que oui, eux, ils en ont rien à foutre que ça dure, que ça dure, que ça dure. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, continuez à faire durer, parce que vous allez me le payer, vous allez rattraper toutes ces années que vous m'avez gâchées. Et j'ai réussi ma vie, c'est pas grâce à vous. Je vais être encore victime de mon succès, c'est-à-dire que si j'avais été déprimé et suicidé, ils auraient payé bien plus cher que quand je réussis de fou et que je fais le tour des hôtels 5 étoiles dans le monde, en fait. Malheureusement. Malheureusement, je leur épargne quelque chose par ma réussite spectaculaire. Qu'ils ont en grande partie motivé parce qu'ils ont allumé une flamme, ils ont essayé d'éteindre une flamme qui s'est rallumée plus vive que jamais. Et donc ils ont fait appel pour que ça dure encore plus longtemps. Et ils ont perdu l'appel. Ils ont perdu en appel. Ils ont encore, le tribunal a validé la condamnation pour incompétence et fraude. C'est ce qui est extrêmement grave. Voilà. Et depuis, en fait, c'est peut-être le pire, c'est que depuis, j'ai pas de nouvelles d'eux. On essaye de les contacter. En fait, ils veulent que je relance une procédure. On essaye de les contacter pour obtenir le droit de repasser ce putain de PFE dans les règles de l'art avec une note de tuteur. Et je n'ai plus de nouvelles d'eux. Voilà, ils m'ont ghost. Et en fait, je sais pas, en fait, je sais pas ce que vous feriez à ma place. Est-ce que vous continueriez? En fait, j'ai plus la force de refaire un procès au stade où j'en suis. Et en fait, je veux que vous compreniez par cette histoire que déjà, de un, il faut rien lâcher dans la vie. Ah, j'ai oublié de vous dire. Si, non, attendez. Ouf, j'ai failli oublier une étape. Avant le premier procès que j'ai gagné là, avant l'appel et avant le premier procès, sous pression de mon avocat qui a réuni il y avait des dizaines de pages hein, de vices, de procédures, de ce que vous voulez, de tricherie quoi,
de fraude. Ils ont dit, bon, c'est vrai, ok, il y a le droit au rattrapage. C'est vrai, là-dessus, on a merdé, il y a le droit au rattrapage. Ça faisait déjà 1 an et demi. Hein. Je repasse l'oral, je refais le déplacement à Toulouse, je me refais humilier. En plus, je suis venu en plus avec des chiffres actuels pour montrer une encore plus grosse croissance, que ils avaient bien eu raison de douter de moi, ces gros connards. Je repasse mon oral, et j'étais venu avec Betty, je me souviens, qui était enceinte. Ah ouais, donc... Est-ce qu'elle était enceinte? Ouais, donc ça doit dater de 2019, en fait. Ouais. Ça date elle était au début de sa grossesse. Vous imaginez, ça fait 2 ans plus tard. Putain, mais c'est un truc de ouf. 2 ans plus tard, ils m'ont donné le rattrapage. Vous imaginez la lenteur de la justice, etc. Je vais au rattrapage, je fais un effort de fou furieux, parce qu'en fait, je vous le dis, j'ai eu des idées noires, et c'était pas que sur moi. Je fais un effort de fou furieux, parce que normalement, ces gens-là n'ont aucune posture, n'ont aucune hiérarchie, je leur reconnais rien, en fait. C'est des moins que rien. Et je fais un effort d'aller me soumettre à leur autorité une fois de plus. J'accrase mon ego pour accepter ça. Je fais, bon, Ismaël, prends sur toi. Je sais que c'est compliqué, mais vas-y, passe-le, et puis tu seras débarrassé. Je passe ce rattrapage. Il se passe exactement le même scénario. J'ai 20 minutes de présentation, et ensuite, j'ai 1 heure, je crois que j'ai eu 1h30. Betty, elle en pouvait plus, elle a fait venir me chercher. J'ai eu 1h30 de questions sur ma chaîne YouTube, sur tel truc, tel tweet, le rendez-vous dissident, blabla. Mais les mecs à côté de leur pompe. Et après, ils ont essayé d'entrer dans les détails avec moi, et je les ai mis en PLS sur le domaine de l'entreprise. Ils étaient nuls, en fait. Ils étaient incompétents. C'est pas pour rien hein, qu'ils ont été reconnus incompétents, et c'est les mots exacts, par le tribunal. Et elle me dit quoi, cette sale personne, cette lâcheté, cette horrible bonne femme aux cheveux courts là, c'était une, mais ils étaient tous coupables, hein, je vous le dis tout de suite. Et je vais étudier avec un grand intérêt la suite de leur vie en fait. Je vais étudier comment le karma va frapper ces individus, parce qu'il va le frapper et il s'en est déjà chargé. Pour une personne. Elle me dit, bon bah à la prochaine fois hein. En sortant du truc, ça faisait 1 heure de trop de questions. Elle me dit, allez, à la prochaine fois. Genre en mode, allez, au prochain rattrapage, quand on t'aura encore baisé, allez, continue à bien porter plainte. Hein. Voilà les gens à qui j'ai eu affaire, qui ont switché de mentalité le jour où ils ont appris que j'avais une chaîne YouTube et son contenu, qui m'ont fait des procès politiques, procès idéologiques, qui sont sortis des sentiers, et qui ont juré de tricher et de trafiquer absolument tout pour me mettre en fait clochard. Et donc j'ai gagné au tribunal, j'ai gagné en appel, et depuis j'attends encore de leurs nouvelles. Ah ces clowns là, ces bozos. Pour qu'ils me jugent, oh, très bon projet entrepreneurial, ah oui, mais pourquoi est-ce que... Bande de connards. Pourquoi est-ce que vous utilisez le même de Éric Zemmour? Bande de connards. C'est faux. Je sais pas si j'ai réussi à raconter cette histoire en retranscrivant tout, en fait, parce que je m'y suis pris à plusieurs reprises, en fait, pour ce podcast. J'espère que vous comprenez, en fait, la situation dans laquelle j'ai été mis, et à quel point ça m'a renforcé, à quel point c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne peut m'inquiéter. J'ai subi une injustice de fou furieux, et j'ai fait que ça, en fait, en subir... Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui plein de choses me font rire, je les prends à la rigolade, parce que c'est rien en fait par rapport à se faire voler son âme, à se faire voler sa jeunesse, à se faire voler son parcours, à se faire condamner à mort en fait. Ils ont essayé de me condamner à mort. Et je vous dis derrière, en plus j'ai fait encore plus de sacrifices, j'ai pris encore plus de risques dans mon contenu, et en plus je vous le dis, et ça maintenant vous le savez encore plus, je me suis fait cracher à la gueule dès que j'ai essayé de vendre des choses positives. C'est jamais mes clients qui m'ont craché à la gueule, c'est toujours des connards, en plus certains ont 16 ans, des choses positives, alors que j'étais dos au mur et que je voulais proposer quelque chose d'intéressant, pour une fois, pas vivre sur des putains de sponsors, de partenariats, parce que c'est pas comme ça qu'on s'en sort dans la vie, faire de ma propre entreprise, de coaching, et ensuite de compléments alimentaires. D'extrêmement bonne qualité, de la meilleure possible, made in France avec des formules superbes et tout.
Avec tout ça, mais évidemment les gens sont pas au courant, mais même c'est pour vous dire, alors que toutes mes vidéos étaient démonétisées, que j'étais mort dans le game en fait. Et je m'en suis sorti et j'ai poussé, alors que tout le monde essayait de me chier à la gueule, là, vous savez, quand il y a eu l'histoire de Mathieu Sommet et compagnie, c'est pas juste Mathieu Sommet, il y a eu Antoine Daniel, il y a eu tous les gros youtubeurs de merde, la Link the Sun, trucs qui sont sortis pour venir essayer de m'enterrer, tout le temps. Et derrière, dans ma communauté, soi-disant, parce que genre, les gens étaient là pour en fait me voir m'enfoncer dans la merde, pendant que eux prenaient aucun risque, et n'avaient certainement aucune idée, ni jamais vécu ce que j'ai vécu, en termes de mise à mort, sociale et économique, venez me dire « Ah, t'es un enculé, tu vends des trucs, t'essayes de te faire de l'argent sur ta communauté, je sais pas quoi. » Fils de pute, va. Donc, voilà pour l'histoire. Alors, ce qui est drôle, mais que je vais pas vous raconter aujourd'hui, parce qu'il y a encore des choses, c'est pas rien à voir avec l'école et tout, mais la baignoire, c'est pas seulement ça, en fait. C'est pas seul. Si seulement il s'était passé que ça. Il y a eu une concordance de choses où j'ai été dépossédé d'absolument tout. Voilà, je peux vous teaser. Il n'y a pas que mon diplôme qu'on m'a retiré, on m'a dépossédé d'énormément de choses. Donc voilà l'histoire de la baignoire. Pourquoi est-ce que je suis content de vous partager ça? D'abord parce que je me libère d'un... Vous savez, même encore aujourd'hui, mais j'ai toujours vécu ça comme une humiliation, je l'ai raconté à personne. Il y a Betty qui est au courant, il y a Hugo, il y a un de mes bons potes, il y a James évidemment, il y a mes parents, et c'est tout en fait. Parce que c'était tellement humiliant et tellement long à raconter et tellement personne ne m'aurait cru. Même avec les tribunaux qui te donnent raison, alors bon, ça appuie quand même beaucoup, mais c'est tellement humiliant de dire ça en fait, pour moi, parce qu'on m'a retiré ce que j'avais en fait, ce que je méritais, que je l'ai jamais raconté en fait. Et aujourd'hui, je voulais vous le raconter parce que c'est dans le cadre de ce podcast où j'ai plus de temps pour vous parler, où je veux vous raconter les choses qui m'arrivent et comment j'en suis devenu plus fort, comment je m'en suis relevé, et pour vous donner du courage en fait. Ne lâchez jamais l'affaire. Des fois, vous allez vous retrouver plus bas que terre, vous allez avoir des idées noires, parfois sur vous, parfois sur d'autres personnes, il faut pas se cacher. Parfois, on a des envies de vengeance. Et le succès est la meilleure des revanches. La meilleure des revanches, c'est le succès, c'est de réussir, c'est de pousser, c'est de faire place, c'est de continuer à performer, à faire de mieux en mieux, à ignorer les haters et à faire en sorte que votre nom soit respecté en fait, obligatoirement. Et aujourd'hui, mon nom en fait, il est affiché sur la carte et sur l'écran de tous les endroits où je me rends dans ce monde en fait. Et quand je passe à l'accueil, on me dit Monsieur Slimani. Et ça, je suis heureux en fait. Et bon, mais évidemment, j'ai une famille qui en profite. Ils m'ont soutenu toujours. Et voilà. En fait, c'est cette terrible histoire. Je vais pas en refaire, mais enfin continuer à insister dessus. Mais j'espère que ça vous parle parce que oui, on peut se dire bon, ok, c'est pas si grave que ça. Je suis passé d'un élève brillant qui devait finir à l'Imperial College of London, un des top 5, top 10 sur les classements université mondiale à l'époque. Et on m'a fait redoubler à cause de l'anglais, à cause d'une magouille. Et ensuite, on m'a retiré mon diplôme. Pour des raisons politiques. Et c'est là où vous comprenez qu'en fait, ce monde est cohérent et vous met à l'épreuve pour que, en fait, vous soyez forcément, fassiez plus, en fait. Il faut faire plus. On vous met à l'épreuve pour que vous fassiez plus. Aïe, aïe, aïe. Mais comme j'en discute souvent avec Betty, en fait, parce que c'est quelque chose vraiment qui est un traumatisme lourd dans ma vie. Enfin, moi aujourd'hui, je vous dis, parce que j'ai pas eu besoin d'eux, j'ai tout fait tout seul et j'ai réussi. Mais il y a un sentiment d'injustice, d'impuissance, de soumission à l'autorité qui a été jugée frauduleuse et incompétente, je le rappelle, qui m'a heurté dans ce que j'ai de plus cher, en fait, c'était ma dignité. Ça m'a heurté dans ma dignité, ça m'a humilié en fait. Et ça c'est très dur, j'ai beaucoup de mal à vivre avec ça. Je pardonne pas à des gens qui n'ont pas payé en fait. Personne n'a le droit aujourd'hui de me manquer de respect, de m'humilier, d'atteindre à ma dignité, personne en fait.
Et en fait, il y a un moment où il y a des gens qui avaient une position d'autorité sur moi et qui en ont profité pour faire ça, en toute illégalité. Donc j'en parle sans métier et souvent en fait on se dit mais s'il y avait pas eu ça, ça en fait ça écrit des parcours totalement différents, ça écrit des parcours de vie totalement différents. D'ailleurs je me rappelle parce qu'il y avait eu la vidéo sur Trump à l'époque, j'étais en troisième année, du coup c'était en début 2016, et je me souviens le prof d'anglais qui était complètement, c'était un autre prof d'anglais pour le coup, vous imaginez bien que je suis pas retourné avec l'ancien, enfin lui non plus il voulait pas me voir, complètement hystérique dans son anti-Trumpisme et tout, c'était horrible en fait. Il était horrible le mec. Il nous faisait la propagande absolue, mais c'est ça les cours de langue vivante souvent. Il nous expliquait comment Hillary Clinton était trop bien et Trump était un gros facho. Bref, c'était horrible. Et forcément, quand j'ai fait une vidéo dessus, vous imaginez bien. Bref, c'est tout pour ce podcast. Il était long. J'espère que vous avez écouté cette histoire avec intérêt. J'espère que vous avez compris tous les enjeux, tout ce qui s'est passé. Et je regrette absolument rien. Et c'est des choses qui sont les causes d'aujourd'hui, l'homme que je suis, la capacité que j'ai à gérer le stress, la capacité que j'ai eu à prendre des injustices, parce qu'après vous prenez des articles de presse, de trucs, c'est la routine quoi, en fait vous avez l'habitude. Mais je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent encaisser ça dans leur vie, hein. Rien que les articles de presse, hein, je parle pas de se faire déposséder de ce qu'on a mérité au bout de 6 ans. Rien que les articles de presse, se faire salir son nom, savoir que quand les gens tapent ton nom, ils tombent sur des dingueries et tout. La dernière en date, enfin je sais plus, c'est pas la dernière en date, mais c'était il y a quelques années, qui disait que j'avais un groupe de milice, une milice pour faire des coups d'état, mais mais putain, mais tu sais en fait la police aurait dû toquer 25 fois chez moi, j'aurais dû me retrouver en garde à vue, je sais pas quoi, c'est jamais arrivé, j'ai jamais eu, je rappelle, hein, j'ai jamais eu de procès, j'ai jamais eu d'inquiétude, j'ai jamais rien eu, enfin c'est de la folie en fait ce que ces gens ont inventé là. Ces menteurs là de Street Press, c'est des fous. Ce qu'ils ont inventé, c'est des fous. Et en fait, malheureusement, d'ailleurs, même cette affaire, je m'y suis pris un peu trop tard et il y a eu prescription parce que le truc devait être relancé et j'étais dégoûté, voilà. Je sais pas pourquoi, en fait, les journalistes ont le droit de mentir pendant 3 mois et ensuite c'est bon. Ah, c'est le mensonge est vrai. Bref, tout le monde ne peut pas survivre à ça mentalement, c'est très difficile de voir même tes proches avoir un regard différent sur toi, avoir de la peine pour toi. Les gens professionnels avec qui que tu vas rencontrer, bah ça va très bien se passer, puis ensuite ils vont tomber là-dessus, ils vont faire mais attends c'est quoi ce délire, c'est un truc de ouf et tout, etc. etc. C'est des choses qui sont des mises à mort et tout le monde n'est pas capable de l'endurer, et c'est pour ça, aujourd'hui vous pouvez me comprendre, c'est pour ça que j'ai refusé tout manque de respect en fait sur internet. Toutes les trahisons de ces petits cons là, de ces vieux cons même pour certains, de ces abrutis jaloux, qui c'est sa première opportunité pour retourner leur veste, qui a envoyé des DM. Il y en a certains, ils m'ont sucé pour que je fasse des vidéos avec eux, pour que je fasse de la pub pour leur chaîne. Ils m'envoyaient des DM, ah, trop cool et tout. Et en fait, ils envoyaient des DM à d'autres personnes qui me connaissent très bien et qui m'aiment beaucoup, pour leur dire à quel point j'étais une merde et tout, que ma marque de complément c'était de la merde, je sais pas quoi, mais ça va pas dans votre tête. Hein. Vous êtes pas bien. La marque des druides, là, qui avait un canal Telegram privé, là, et qui pense que j'étais pas au courant, où ils me chiaient à la gueule, où ils mentaient sur moi et tout. Mais vous êtes fous, vous. Hein. Je vous souhaite tous, vous allez tous rencontrer votre karma un jour, et c'est moi peut-être qui vais vous l'apporter. Mais vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai jamais toléré tous ces gens-là? Parce que j'ai pas le temps, en fait. Je peux plus subir ça. Je vous jure que l'enchaînement entre ça et mon émission après, avec tout ce que ça m'a apporté en termes d'emmerde et de sacrifice, tout ça pour essayer de donner de la parole à des gens qui l'avaient pas trop, parce que je pensais que finalement on méritait tous un micro et que parfois on pouvait être victime d'injustice, comme moi je l'avais été, pour qu'on me dise ouais, ils vendent des trucs, allez vous faire enculer. Ça c'est pour les haters qui n'écoutent pas de toute façon. Et sinon voilà, c'est tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté, d'avoir pris du temps. Votre soutien, vous êtes le cœur, hein, vous êtes le cœur, le noyau dur de ma communauté. Votre soutien me va droit au cœur. Je suis fier d'avoir toujours gardé mon cap, d'avoir toujours fait les choses et d'avoir su prendre sur moi. Vous voyez, en fait, ces épreuves m'ont appris à prendre sur moi et à parfois à rien dire. Vous voyez, quand on garde un secret aussi lourd pendant autant d'années, bah parfois il se passe des choses en coulisses, hein, avec des mecs sur internet, des trucs. J'ai toujours gardé sur moi, j'ai toujours pris sur moi, j'ai rien dit. C'était pareil là avec l'histoire des certificats, j'avais pris sur moi, j'ai rien dit jusqu'à après mettre un point final parce que ça allait trop loin.
Mais il y a plein de choses en coulisses que j'ai jamais révélées parce que c'était trop la honte d'être dans des affaires comme ça. Vous savez, même quand vous avez raison, parfois c'est la honte de vous prendre la tête avec un bouffon. Et j'ai eu une capacité à prendre sur moi et, euh, et à me taire même quand j'avais raison, quoi. Surtout quand j'avais raison. Et voilà, je vous remercie d'être le noyau dur de ma communauté. Votre soutien me touche. Vous êtes, grâce à vous, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc grâce à mon talent aussi, il faut le dire. Et n'oubliez pas que la vie est remplie d'injustices, qu'il faut rester fort, qu'il faut utiliser son cerveau, qu'il faut se servir des obstacles pour en faire des forces, et qu'il faut rebondir, et qu'il faut rien lâcher, garder le cap, et, euh, et faire le taf. Voilà, faire le taf, travailler beaucoup plus, parce que ce monde récompense les vilains, et met des bâtons dans les roues des gentils. Et ça, vous le savez pertinemment, puisque idéologiquement, vous voyez un peu ce qui se passe dans ce pays, et même dans ce monde. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode classique de 10 000 pas saison 2. C'était le Raptor, bonne semaine à tous, je vous kiffe, ciao.